L'histoire commence par la défaite du héros face au roi démon. L'humanité, acculée, a rassemblé 1000 mages de la barrière pour contrer le roi des démons et son armée. Ils ont créé une barrière contre le royaume des démons. Pendant ce temps, des générations de héros ont défié le roi des démons, mais ils n'ont cessé de perdre. 30 ans plus tard, dans les montagnes, notre protagoniste Blake, un mage de barrière de 39 ans, se réveille et s'étire les mains. Après avoir enfilé un manteau, il est sorti de sa hutte et s'est dit qu'il se sentait encore plein d'énergie aujourd'hui. Il regarda la nuée de démons à l'extérieur de la barrière qu'il avait créée. Il remarqua que la barrière s'affaiblissait. Il s'agenouilla, posa ses 2 mains sur le sol et commença à lancer un sort pour renforcer la barrière. Il mit toute son énergie à l'épaissir, mais constata que l'efficacité de la barrière s'affaiblissait plus rapidement ces derniers temps et que la puissance magique nécessaire avait augmenté de façon significative. Blake espérait qu'un nouveau héros viendrait bientôt à bout du roi démon. Pendant ce temps, dans le château du roi démon, le héros affrontait le roi démon. Ils s'élancèrent l'un vers l'autre et lancèrent leurs attaques simultanément. L'héroïne poussa un grand cri tout en brandissant son épée. En même temps qu'elle attaquait, elle libérait son pouvoir et parvenait à taillader le roi démon tout en esquivant son attaque. Le roi démon était gravement blessé, crachant du sang, et ne pouvait pas croire qu'il avait perdu. Il marmonna à plusieurs reprises que c'était impardonnable et essaya de dire quelque chose au héros, mais il mourut avant d'avoir pu terminer. L'héroïne sourit victorieusement, leva son épée et déclara leur triomphe, invitant tout le monde à fêter l'événement. Une forte lumière bleue émergea du château du roi démon, ce que Blake remarqua. Il était choqué et se demandait ce que c'était. Il vit alors les démons à l'extérieur de la barrière s'effondrer et disparaître lentement. Blake en déduisit que les héros avaient vaincu le roi démon. Il remarqua également la disparition des miasmes et fut stupéfait, réalisant que c'était vrai. Blake était heureux que les miasmes et les monstres du royaume des démons disparaissent, apportant la paix au monde. Sachant que tout le monde pouvait désormais vivre sans inquiétude, il songea au maintien de la barrière pendant 30 ans et se demanda s'il y aurait une récompense. Un mois plus tard, des hommes se sont présentés à sa cabane. L'un d'eux cria qu'on n'avait plus besoin de lui. Confus, Blake demanda ce qu'il voulait dire. L'homme l'a accusé de gaspiller des fonds publics pour une barrière inutile et l'a traité d'escroc. Blake expliqua qu'il avait entretenu la barrière pour empêcher les miasmes et les monstres de s'échapper du royaume des démons, mais l'homme fit semblant de ne rien savoir et se moqua de lui, lui demandant ce qu'un mage incompétent et de bas étage pouvait bien faire. Un autre homme chassa Blake de sa hutte, en criant que la hutte et le terrain minable appartenaient au pays. Se sentant désespéré, Blake s'en va, attristé que ses 30 années de dur labeur aient abouti à ce résultat. Il décida qu'il n'avait pas d'autre choix que de retourner dans le village où il avait vécu enfant. Peu de temps après, Blake arriva à la guilde des aventuriers du village d'Athno et fut surpris de voir quelques pièces d'or sur la table. Il dit à la réceptionniste de la guilde que la récompense est trop faible, mais la vieille dame se fâche et lui crie de ne pas se plaindre. Blake savait qu'il ne pourrait pas survivre avec une si petite somme et se sentit découragé, se demandant si la barrière avait vraiment été inutile après tout. Le lendemain, Blake fut contraint de travailler à la guilde malgré le salaire, car il n'avait pas d'autre possibilité d'emploi en tant que mage de barrière. Il a supplié la réceptionniste de lui donner du travail, en lui disant que cela ne le dérangeait pas d'être mal payé. Mais la vieille dame lui répondit qu'il n'y avait plus de travail pour lui, car plus personne ne demandait de mage de barrière. L'homme derrière lui l'a taquiné en lui disant qu'il devrait essayer de désherber ou de faire d'autres petits boulots, mais un autre homme s'est moqué de lui en ajoutant que même ces boulots ne nécessitaient pas de mage de barrière. Il se moquait de lui tandis que Blake restait là, dépité. Blake resta silencieux pendant que les hommes se moquaient de lui, mais soudain quelqu'un frappa à la porte de la guilde. Un chevalier fit irruption à l'intérieur et demanda si un mage de barrière nommé Blake était présent. La réceptionniste fut choquée de voir des chevaliers royaux, et les hommes se demandèrent pourquoi ils se trouvaient dans une région aussi rurale, supposant que l'incompétent mage de la barrière avait fait quelque chose de mal. Blake leva immédiatement la main et dit au capitaine qu'il était le mage de la barrière, Blake. Le capitaine le fixa un moment en s'approchant, ce qui mit Blake mal à l'aise. Le chevalier l'informa alors qu'ils étaient venus sur ordre du héros Alice et qu'ils se dirigeaient vers la capitale royale, demandant si Blake accepterait de les accompagner. Les hommes qui s'étaient moqués de Blake furent stupéfaits d'apprendre qu'il avait été convoqué par le héros et invité à la capitale royale. Ils se demandèrent comment un mage de barrière incompétent pouvait obtenir une telle reconnaissance. Blake répondit au capitaine qu'il comprenait, et celui-ci s'excusa de l'urgence, expliquant qu'il devait partir immédiatement. Indiquant la calèche à l'extérieur, le capitaine demanda à Blake de monter à bord. Alors que Blake s'approchait de la calèche, les hommes commencèrent à paniquer, demandant à la vieille réceptionniste si Blake n'était vraiment qu'un mage de barrière,
craignant d'être punis pour leur comportement. La vieille femme bégaya, suggérant qu'il devait s'excuser. Une fois Blake entré dans le carrosse, le voyage commença. Il trouva le voyage étonnamment confortable, mais ne se sentait pas à sa place, incapable de croire qu'il avait été convoqué par le héros. Il se souvenait l'avoir déjà aidé et se demandait si elle se souvenait de lui. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à Miston, la capitale royale du royaume d'Andira. En regardant par la fenêtre, Blake s'émerveilla de la taille de la ville, n'ayant jamais vu autant de monde auparavant. Le carrosse se rendit directement au château. Une fois arrivé, il suivit le chevalier capitaine à l'intérieur, se sentant de plus en plus mal à l'aise. Soudain, une voix douce l'accueillit en lui disant « Tu es venu ». Il se retourna pour voir l'héroïne Alice, une jeune femme de 18 ans au sourire chaleureux. Elle lui dit qu'elle l'attendait et lui demande s'il se souvient d'elle. Lorsque Blake répondit par l'affirmative, elle s'enthousiasma et exprima sa joie. Alice remercie Blake de l'avoir sauvée alors qu'elle était séparée de ses compagnons près du royaume des démons. Elle explique qu'elle pensait que c'était la fin pour elle jusqu'à ce qu'il l'aide. Blake répondit maladroitement qu'il n'avait pas fait grand-chose et qu'il avait simplement aidé ses compagnons. Alice s'excusa que ses compagnons ne puissent pas le rencontrer car ils étaient occupés par des cérémonies, puis s'enquit avec enthousiasme de ses projets maintenant que son travail sur la barrière était terminé, spéculant que quelqu'un comme lui devait être très demandé. Blake rit maladroitement, avouant que rien n'est encore décidé, même si la vérité est qu'il est au chômage. Alice, rayonnante d'enthousiasme, lui propose de rejoindre le Royal Magicien Corps, ce qui choque tout le monde et met en colère l'un des membres. Gunther, le vice-capitaine de la 5e division du Royal Magicien Corps, âgé de 22 ans, proteste. Il lui expliqua que le corps royal des magiciens était une unité d'élite et que les mages de la barrière n'étaient pas qualifiés pour en faire partie. Il dit à Alice de ne pas mettre les mages de la barrière incompétents dans le même sac que les magiciens. Alice prend la défense de Blake, rappelant à Gunther que les mages de la barrière ont maintenu la barrière qui supprime les miasmes et les monstres du royaume des démons. Gunther rejeta son argument, affirmant avec arrogance que les monstres craignaient les magiciens, pas les barrières, et que les miasmes pouvaient facilement être traités par la magie. Il en conclut que les mages des barrières n'étaient pas nécessaires. Blake serra silencieusement les poings de colère, se souvenant de la façon dont les mages de la barrière étaient respectés il y a 30 ans. Il n'arrive pas à croire que leur réputation se soit autant dégradée en l'espace d'1 an. Gunther se moque de Blake en le traitant de vieillard et suggère que seuls les jeunes prometteurs sont aptes à occuper de tels postes. Il dit ensuite à Alice que Blake n'a aucune compétence et qu'il ne devrait pas être pris en considération, à moins qu'il ne puisse prouver le contraire. Alice demande à Gunther s'il veut dire que Blake doit faire ses preuves en le battant. Gunther a répondu avec confiance que si Blake avait assez de talent pour le battre, ce serait parfait. Alice dit à Blake qu'elle pense qu'il peut gagner, ce qui renforce sa confiance. Blake hésite mais finit par accepter. Peu après, ils se sont retrouvés sur une scène en plein air. Blake faisait face à Gunther, qui arborait un sourire moqueur. Blake se demanda comment les choses avaient pu en arriver là alors qu'il n'était venu que parce qu'on l'avait convoqué. Gunther se présenta comme le vice-capitaine de la 5e division des magiciens royaux. Il commença à rassembler de la magie de feu dans sa main, avertissant Blake de ne pas se plaindre s'il mourait. Gunther visa alors et lança la boule de feu directement sur Blake. L'attaque de Gunther provoqua une forte explosion, et les magiciens pensèrent que c'était fini, louant la puissance de leur vice-capitaine. Gunther rit avec arrogance, disant que c'était ce qui arrivait quand un simple mage de barrière devenait arrogant. Cependant, son rire a été interrompu, ce qui l'a irrité. Il demanda qui perturbait son moment de victoire et entendit une voix demander si l'examen avait déjà commencé. Gunther et tous les autres furent choqués de voir Blake debout, indemne. Gunther le regarda avec incrédulité, se demandant comment c'était possible puisqu'il avait lancé le sort avec l'intention de le réduire en cendres. Il n'arrivait pas à comprendre ce que Blake avait fait. Frustré, Gunther lança un autre sort de feu, déclarant qu'il avait été trop facile avec lui et qu'il allait maintenant passer aux choses sérieuses. Moqueur, il cria à Blake d'encaisser, tout en lançant une attaque de magie de feu plus puissante. Blake leva calmement une barrière, se protégeant une fois de plus. L'attaque de Gunther explosa au moment de l'impact, mais il ne s'arrêta pas pour autant, lançant une nuée de boules de feu sur Blake, tout en lui criant de brûler jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres. Les jeunes magiciens qui regardaient s'inquiétèrent, pensant que personne ne pourrait survivre à une telle magie. Cependant, Blake, qui bloquait sans peine les attaques avec sa barrière, trouvait la magie trop faible. Il se demanda si Gunther se retenait encore parce que la puissance ne s'additionnait pas. Après un assaut d'attaque, Gunther se couvrit le nez de la fumée et demanda avec suffisance si Blake était enfin mort. Mais lorsque la fumée se dissipe, il se fige et découvre avec stupeur que Blake se tient toujours au même endroit,
sans la moindre égratignure. Gunther poussa un cri d'incrédulité, exigeant de savoir comment Blake était encore en vie. Blake se tourna vers Gunther, qui marmonnait en lui-même que c'était impossible. Gunther, d'un ton moqueur, se moque de Blake, le traitant d'ordure qui ne peut que créer des barrières. Il ricana en disant que défendre ne servait à rien si Blake ne pouvait pas attaquer, l'incitant à essayer de riposter s'il était si frustré. Blake, confus pendant un moment, a levé la main et a calmement dit qu'il allait le faire. Gunther, tout aussi confus, demande ce que Blake vient de dire. Soudain, une petite mais puissante barrière jaillit de la main de Blake et s'abattit sur le visage de Gunther. Sous l'effet de la force, Gunther roula sur le sol jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un mur. Les magiciens n'en reviennent pas que leur vice-capitaine ait été essoufflé. Gunther se leva en jurant et demanda à savoir ce que Blake avait fait, insistant sur le fait que les mages à barrière ne pouvaient pas attaquer. Blake répondit simplement qu'il avait déplacé la barrière et démontré la technique. Gunther a crié son indignation, affirmant que les barrières étaient censées être immobiles et que les déplacer n'avait aucun sens. Blake expliqua maladroitement qu'après 30 ans de mise en place de barrières, il avait pris le coup en demandant en plaisantant si c'était de la triche. Les magiciens commencèrent à chuchoter entre eux, se demandant si le mage des barrières était réellement plus fort que le vice-capitaine. Ils remarquèrent que Blake avait encaissé toutes les attaques sans la moindre égratignure. En entendant leur chuchotement, Gunther devint furieux, se demandant comment il pouvait perdre face à des ordures qui se rendaient compte que sa position était en train de s'effriter. Il jeta un coup d'œil à son équipe, qui lui répondit par un signe de tête silencieux. Il lance un sort pour créer une petite boule de feu derrière Blake. La boule de feu grossit et tente de le brûler par derrière, mais le bouclier de Blake s'active automatiquement, le protégeant. La foule est stupéfaite, mais Alice sourit d'un air entendu. Blake, oblivious, turned and asked if something had hit him, wondering if it was a stone. Gunther, watching in disbelief, realized the barrier activated on ETS on. What hell is this guy? Et muttered. Alice fixa Blake, une lueur de fierté dans les yeux, pensant que Blake avait prouvé sa force. Furieux, Gunther prépara un autre sort. Il ne pouvait accepter de terminer le duel dans une telle humiliation. Versant tout son mana dans une dernière attaque, il se prépara à lancer un sort de magie du feu avancé. Les jeunes magiciens, sentant le danger, s'enfuirent, sachant qu'ils seraient pris dans l'explosion. Gunther hurla à Blake, déclarant qu'il le tuerait avec cette attaque à pleine puissance, et libéra un énorme boulet de canon de feu. Blake ne bougea même pas alors que l'énorme sort fonçait sur lui. Les magiciens derrière lui hurlaient de peur, mais Alice restait calme. Elle savait que la magie avancée ne pouvait pas être bloquée par une barrière ordinaire, mais elle croyait en Blake, car une fois, alors qu'ils étaient encerclés par un démon, il avait tué des démons en déplaçant simplement ses barrières. Comme elle s'y attendait, Blake annula sans effort le boulet de canon de feu, laissant Gunther dans un état d'incrédulité stupéfait. Gunther tomba à genoux, marmonnant à plusieurs reprises que c'était impossible. Sa magie la plus puissante avait échoué, et son mana était complètement épuisé. La foule murmura son admiration, réalisant que Blake avait gagné. Alice annonça fièrement que Blake avait fait ses preuves et déclara que l'équipe des mages de la barrière avait triomphé. Elle insista sur le fait que Blake était qualifié pour rejoindre le corps royal des mages. Gunther essaya d'argumenter, criant que Blake n'était pas le seul mage de la barrière. Il exige de savoir ce qui est arrivé aux autres. Les enquêteurs sont arrivés, rapportant que la plupart des autres mages de barrière étaient morts ou avaient abandonné leurs fonctions, détournant des fonds au passage. Peu à peu, ils avaient disparu, laissant Blake seul mage de barrière à maintenir la vaste barrière autour du royaume des démons. Blake comprit, réalisant pourquoi le mana qu'il consacrait à la mise en place des barrières ne cessait d'augmenter. Gunther, abasourdi, cria à l'enquêteur, se demandant comment Blake pouvait à lui seul gérer une barrière sur une zone plus grande que tout le royaume d'Andria. Il insista davantage, demandant à l'enquêteur si son interlocuteur Blake pouvait maintenir une barrière de cette envergure par lui-même. Alice sourit, réalisant que Blake avait dépassé toutes les attentes. Soudain, une voix interrompt l'agitation. Une silhouette entra en scène, exigeant de savoir ce qui se passait. Gunther se figea de stupeur. C'était Lancelot, le capitaine de la première division. Tout le monde était surpris de voir Lancelot, le meilleur capitaine de la première division, car c'était la première fois qu'il le voyait de près. Lancelot ordonne à Gunther de lui expliquer ce qui se passe. Avant que Gunther ne puisse répondre, Alice apparaît à côté de Lancelot et explique qu'elle a recommandé à Blake, le mage de la barrière, de rejoindre le corps royal des magiciens. Cependant, Gunther avait douté des capacités de Blake, ce qui l'avait conduit à passer un test pratique.
Lancelot demande à Alice de confirmer que cela signifie qu'ils se sont battus en duel, ce à quoi elle répond par l'affirmative. Gunther lance un regard furieux à Blake, mais ce dernier reste calme. Lancelot se tourne alors vers Gunther et lui fait remarquer qu'il semble avoir perdu. Gunther, agité, tenta de s'excuser en prétendant qu'il était allé doucement avec Blake, insistant sur le fait qu'il n'aurait pas été approprié d'y aller à fond contre un simple mage de la barrière. Lancelot lui coupa fermement la parole, déclarant qu'il avait assez entendu ses excuses pathétiques. La frustration de Gunther était évidente, mais il n'osait pas répliquer, craignant l'autorité de Lancelot. Lancelot s'approcha de Blake et lui dit que, quel que soit son titre, s'il avait les compétences requises, il serait autorisé à s'engager. Il déclara officiellement Blake membre du corps royal des mages, à la grande surprise de ce dernier. Les autres magiciens étaient tout aussi stupéfaits que Lancelot permette à un mage de barrière d'entrer dans le corps d'élite, mais après avoir vu Blake vaincre le vice-capitaine de la 5e division, ils n'avaient aucune objection à formuler. Blake sourit d'un air incrédule, se demandant si quelqu'un comme lui, qui avait passé 30 ans à maintenir des barrières, pouvait vraiment faire partie du corps des meilleurs magiciens du royaume. Alice s'est alors avancée, le sourire aux lèvres, et la félicité. Elle lui dit gentiment qu'elle a toujours cru en lui. Blake la remercie, disant que c'est grâce à elle. Alice l'écarte et lui propose de sortir pour fêter l'événement. Avant qu'il ne puisse partir, Lancelot apparut derrière Alice et lui demanda sévèrement si elle pensait avoir le temps de faire la fête. Alice soupira de frustration lorsque les magiciens l'empoignèrent, et Lancelot lui rappela qu'il devait se remettre au travail. Elle résista, appelant Blake à l'aide, mais ils l'entraînèrent malgré ses protestations. Par la suite, Lancelot se tourna vers Blake et lui fit remarquer qu'Alice semblait le préférer. Il demande quel type de relation Blake entretient avec elle. Blake répondit calmement qu'il n'était que des connaissances. Lancelot acquiesça mais l'avertit que de nombreuses personnes essayaient de se rapprocher du héros pour des raisons inavouées, avertissant Blake de ne pas être l'une d'entre elles. Sur ce, Lancelot s'éloigna tandis que Gunther fixait Blake avec une pure haine. Quelques jours plus tard, Blake arriva au dortoir du Royal Magician Corps. Il fut surpris par la taille et la grandeur du bâtiment. En entrant, il regarde nerveusement autour de lui, à la recherche de la chambre qui lui a été attribuée. Alors qu'il erre, un groupe de jeunes femmes le remarque et commence à chuchoter entre elles. Elles se demandent pourquoi un homme plus âgé se trouve dans le dortoir et remarquent qu'il n'a pas l'air d'un officier supérieur. Ses vêtements en lambeaux leur laissaient penser qu'il s'agissait d'un roturier. Se sentant mal à l'aise sous leur regard, Blake s'éloigna rapidement, décidant de trouver sa chambre au plus vite. Au bout de quelques minutes, il trouva la chambre 206, celle qui lui avait été attribuée. Il frappa à la porte et l'ouvrit, s'excusant en entrant. À l'intérieur, un jeune stagiaire du corps royal des magiciens, Sven, 16 ans, se tourna vers lui et lui demanda sans embâche « Qui es-tu » Blake salua Sven et se présenta comme son nouveau colocataire, à partir d'aujourd'hui. Sven demanda immédiatement « Pourquoi y a-t-il un vieux monsieur ici ?» Après que Blake eut tout expliqué, Sven poussa un cri d'incrédulité, demandant si Blake prétendait qu'il avait été recommandé par le héros et qu'il avait vaincu le vice-capitaine Gunther pour rejoindre le corps royal des magiciens. Sven lui a alors crié de ne pas mentir, ce qui a poussé Blake à réaliser que, d'un point de vue objectif, cela semblait incroyable. Sven s'est mis à trembler, ce qui a poussé Blake à lui demander avec inquiétude s'il allait bien. Sven a alors crié que sa vie dans le corps était finie parce qu'un vieux menteur était dans la même équipe que lui. Confus, Blake demande ce qu'il entend par « même équipe ». Sven explique que les colocataires sont placés dans la même équipe dans la nouvelle division des stagiaires. Blake a hoché la tête en signe de compréhension et s'est excusé d'être un vieil homme, mais a assuré à Sven qu'il ferait de son mieux pour ne pas le retenir. Se sentant coupable, Sven bredouille que ce n'est pas entièrement la faute de Blake. Sven s'arrêta soudain et remarqua les cheveux de Blake, commentant qu'ils étaient en désordre et qu'ils le gêneraient pendant l'entraînement. Il demanda à Blake s'il voulait qu'il lui coupe les cheveux. Quelques minutes plus tard, Sven a fini de couper les cheveux de Blake et lui a demandé comment c'était. Blake l'a remercié, disant qu'il se sentait rafraîchi. Soudain, Sven s'emporte, réalisant qu'il est presque l'heure de l'entraînement. Il s'empresse de dire à Blake de revêtir son uniforme, ce que ce dernier accepte rapidement. Un peu plus tard, ils rencontrèrent Thérèse et Clara, deux jeunes stagiaires de 16 ans du corps royal des magiciens. Thérèse demanda à Sven qui était le vieil homme, et Clara déclara qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Sven a répondu que Blake faisait apparemment partie de leur équipe, et Blake les a salués. Thérèse fut choquée et cria, demandant pourquoi un vieil homme était dans leur équipe et s'il n'était pas étrange de l'avoir comme nouvelle recrue. Clara tente de la calmer, disant qu'elle va trop loin, mais Thérèse rétorque que Clara pensait probablement la même chose. Blake entend leurs commentaires mais reste calme,
reconnaissant que toutes les autres recrues sont jeunes et qu'il est la seule personne plus âgée. Peu après, un officier supérieur présenta Blake au groupe, annonçant qu'il venait de le rejoindre. Blake se présenta comme un mage de barrière et salua tout le monde. Les autres stagiaires commencèrent à chuchoter, spéculant sur le fait qu'il était celui qui, selon la rumeur, avait vaincu le vice-capitaine Günther. La plupart doutent de l'histoire, pensant qu'il est impossible qu'elle soit vraie. Clara et Thérèse étaient sceptiques, peinant à y croire, tandis que Sven paniquait, pensant que leur équipe était condamnée parce que Blake était un mage de barrière et donc, à son avis, faible. Sur le côté, Günther lança un regard haineux à Blake, jurant silencieusement que ce dernier ne s'en tirerait pas dans l'embarrassant. L'aîné s'adressa au groupe, expliquant qu'ils étaient les dernières recrues et que leur division n'avait pas encore été décidée. Leur performance durant l'entraînement déterminerait leur placement. Blake réalise que cela signifie qu'ils ne sont pas encore officiellement enrôlés et décide de travailler dur et de montrer des résultats. L'aîné a ensuite annoncé que leur première tâche serait un exercice de survie. Les stagiaires devaient chasser des monstres dans la forêt de Mécha, et des points leur étaient attribués en fonction de leur performance. Ils avaient 2 semaines pour terminer l'exercice. Cette annonce a semé la panique parmi les stagiaires, qui savaient tous que la forêt de Mécha était tristement célèbre pour ses mares de miasmes. L'aîné, apparemment indifférent, a fait remarquer que ce n'était pas de chance pour eux et a ordonné à tout le monde de prendre son équipement et de partir. Blake ramasse son équipement tandis que Sven, terrifié, continue de marmonner que c'est fini, sachant que la forêt de Mécha n'est pas un endroit pour les débutants. Sven s'est alors tourné vers Blake, le suppliant de ne pas retenir l'équipe. Blake l'a rassuré calmement en lui disant qu'il comprenait. L'aîné ordonna à tout le monde de monter dans les chariots à dragons par équipe, car ils allaient être transportés vers leurs points de départ respectifs dans la forêt. Tout le monde monta dans les voitures, ignorant que Günther complotait secrètement pour faire de la vie de Blake un enfer pendant l'exercice. Après des heures de voyage, ils arrivèrent à la forêt. Sven fut stupéfait d'horreur en voyant l'endroit et cria, demandant quel genre d'endroit infernal c'était. Sven a demandé pourquoi ils étaient partis du sommet d'une montagne, loin de la forêt. Clara a fait remarquer qu'il ne semblait pas y avoir d'autres équipes dans les environs, ce qui a incité Thérèse à demander s'ils n'avaient pas tiré la courte paille. Sven a crié son désespoir en disant que c'était fini et qu'ils étaient complètement foutus. Il ajouta qu'il avait rêvé de rejoindre le corps royal des magiciens, mais que c'était ce qu'il avait obtenu à la place. Thérèse s'est emportée contre Sven, le traitant de pathétique et lui rappelant qu'en tant que chef d'équipe, il devrait au moins dire « suivez-moi » ou quelque chose d'encourageant. Sven lui répond avec colère de se taire, se plaignant d'avoir été nommé chef d'équipe sans crier gare. Blake s'est excusé de leur dispute, ce qui a poussé Sven et Thérèse à se tourner vers lui avec irritation et à lui demander ce qu'ils voulaient. Blake suggéra calmement qu'il regarde la carte pour savoir où il se trouvait. Il ajoute qu'il aimerait connaître leur position exacte. Sven et Thérèse échangent un regard silencieux avant que Sven n'ouvre la carte à contre-cœur. Il indique leur position actuelle. Clara fit remarquer qu'il était assez loin de leur objectif, mais qu'elle pourrait y arriver si elle se dépêchait. Thérèse, cependant, se demanda si c'était possible à moins de se dépêcher de faire tout le chemin. Blake a demandé s'il devait partir immédiatement, et Sven a accepté à contre-cœur, disant qu'il n'avait pas le choix. Thérèse soupire de frustration mais demande au groupe de s'armer pour le voyage. Ils commencèrent à descendre du sommet de la montagne et continuèrent à marcher pendant des heures. Thérèse, visiblement fatiguée, bégaya en demandant s'ils n'étaient pas encore arrivés à la forêt de la Mecque. Clara jeta un coup d'œil à Blake et remarqua que, contrairement aux autres, le vieil homme ne transpirait même pas. Elle se demanda silencieusement si Blake était habitué à un voyage aussi éprouvant. Les heures passèrent et la nuit était tombée lorsqu'ils arrivèrent à la forêt de Méca. Sven remarqua immédiatement l'intensité des miasmes dans l'air, et Thérèse approuva, notant qu'une personne normale sans résistance mourrait instantanément en entrant. Clara les rassura en leur disant qu'en tant que magicien, ils ne devraient pas avoir de problème avec ce niveau de miasme. Thérèse demanda alors à Sven de confirmer que leur cible était un dragon de Komodo de niveau 2. Sven est d'accord et fait remarquer que l'emplacement de son nid est indiqué sur la carte. Blake, curieux, demanda à quoi faisait référence le système de niveau, choquant Sven en lui disant qu'il ne le savait pas. Sven expliqua que les monstres étaient classés en 10 niveaux de force, le niveau 1 étant le plus faible et le niveau 10 le plus fort. Blake remercie Sven pour l'information, et Sven répond fièrement de ne pas en parler. Mais avant que Sven ne puisse se prévaloir de son explication, Thérèse et Clara commencèrent à marcher devant lui. Thérèse les appela, leur demandant ce qu'elle faisait et leur rappelant qu'elle devait continuer à avancer. Sven, surpris, leur cria de ne pas le laisser derrière eux et se précipita pour les rattraper. Une heure s'écoula pendant qu'ils continuaient leur randonnée dans la forêt. Soudain, un bruissement se fit entendre dans un buisson voisin.
Le groupe se retourna pour voir des gobelins se cacher à l'intérieur. Sven, les reconnaissant comme des monstres de niveau 1, lança rapidement un sort de feu et le lança sur l'un des gobelins, se vantant de pouvoir s'en occuper seul. Son attaque toucha un gobelin, mais les deux autres gobelins lui sautèrent dessus simultanément, le faisant paniquer. Avant que les gobelins n'atteignent Sven, un puissant pouvoir magique les transperça et les réduisit en pièces. C'est Thérèse qui gronda Sven, lui rappelant de ne jamais baisser sa garde. Sven s'assit, tenant son bras légèrement blessé, et grommela à Thérèse qu'elle n'avait pas à intervenir. Clara, remarquant sa blessure, le soigna. Sven la remercie et s'excuse. Blake, qui observait la scène de loin, resta silencieux. Sven se tourne vers lui, frustré, et lui demande pourquoi il ne l'aide pas. Avant que Blake ne puisse répondre, Thérèse rappelle à Sven qu'il a insisté sur le fait qu'il pouvait s'en occuper seul. Sven lui a crié de se taire mais a accepté à contre-cœur, se tournant vers Blake pour s'excuser. Peu après, alors qu'il continuait à marcher, un monstre apparut au-dessus de Sven, prêt à l'attaquer. Blake, s'en apercevant, trébucha intentionnellement, faisant croire à un accident. Sven, qui n'avait pas vu le monstre, l'a esquivé sans se rendre compte du danger. Inquiet, il demande à Blake s'il va bien, et Thérèse s'interroge sur ce qu'il fait. Blake s'excusa, posa sa main sur le sol comme pour se stabiliser, mais en réalité, il lançait un sort. Il leur dit qu'il avait trouvé un chemin en tombant et leur proposa d'aller dans cette direction, en indiquant une zone plus dégagée. Sven accepta, remarquant que le chemin était plus dégagé, et le groupe se dirigea dans cette direction. Thérèse appela Clara, qui répondit qu'elle arrivait. À leur insu, Blake éliminait discrètement les monstres derrière grâce à sa magie. Clara a brièvement senti la puissance et s'est retournée pour regarder, mais n'a rien vu d'anormal. Un peu plus tard, Blake mentionna avoir entendu le bruit de l'eau à proximité et indiqua la direction à suivre. Arrivé près d'un lac, le groupe prit le temps de se reposer. Remarquant que des monstres rôdent dans les environs, Blake propose de se remettre en route. Après des heures de voyage, la nuit tomba et le groupe décida de se reposer. Les jeunes magiciens s'endormirent tandis que Blake montait la garde. Alors qu'il montait la garde, une bête massive s'approcha d'eux et grogna avant d'essayer de le mordre. La barrière de Blake s'activa automatiquement, bloquant l'attaque et repoussant la bête dans la douleur. Sven, surpris par le bruit, se réveilla et demanda si Blake avait entendu quelque chose. Blake répond calmement qu'il n'a rien entendu d'anormal. Sven proposa de prendre la relève, mais Blake le rassura en lui disant qu'il allait bien et qu'il le réveillerait si nécessaire. Sven le remercia et se rendormit, ignorant que la barrière de Blake protégeait silencieusement toute la zone. Le lendemain, alors qu'ils reprenaient leur route, Sven remarqua l'absence surprenante de rencontres avec des monstres et commenta qu'il était troublant de voir à quel point les choses se déroulaient en douceur, même si le voyage restait difficile. Clara observa Blake du coin de l'œil, trouvant étrange qu'il n'ait affronté que de faibles monstres jusqu'à présent. Elle se souvint des rumeurs selon lesquelles Blake avait vaincu le vice-capitaine Gunther et se demanda si Blake n'influençait pas leur situation d'une manière ou d'une autre. Thérèse s'interposa, soulignant que l'absence de monstres puissants était une bonne chose. Elle fit remarquer qu'ils étaient déjà épuisés par toute cette marche et que rencontrer des monstres puissants serait désastreux. Elle incite le groupe à se hâter vers le nid du dragon de Komodo. Pendant ce temps, dans le royaume d'Andira, Gunther souriait en lui-même, convaincu que Blake et son équipe étaient comme morts. Il s'était assuré qu'ils soient envoyés dans l'endroit le plus dangereux. Même s'ils parvenaient à atteindre la forêt de la Mecque, la route était infestée de monstres. Et s'ils arrivaient à destination, ils ne trouveraient pas un dragon de Komodo, mais une salamandre de niveau 4. Lorsque le groupe atteignit son objectif, il se figea de terreur en voyant la salamandre. Les plus jeunes magiciens paniquèrent et crièrent que les salamandres étaient des monstres capables de brûler des villages entiers d'un seul souffle. Elle déclara qu'ils devaient fuir immédiatement. Cependant, avant qu'ils ne puissent agir, une autre salamandre apparut derrière eux, piégeant le groupe. Sven tomba à genoux, tremblant et bégayant que c'était fini, convaincu qu'il ne pouvait pas gagner. Thérèse et Clara restèrent silencieuses, tremblant de peur. La première salamandre commença à rassembler du feu dans sa bouche et lâcha un souffle brûlant dans leur direction. Le groupe hurla de terreur. Thérèse, le visage baigné de larmes, ouvrit les yeux, confuse de constater qu'il ne faisait pas chaud. À leur insu, Blake se tenait calmement, les protégeant des flammes mortelles avec sa barrière. Le groupe fut stupéfait de voir la barrière bloquer les flammes. Clara demanda avec incrédulité si c'était l'œuvre de Blake. La salamandre déchaîna un torrent de feu encore plus puissant, ce qui fit hurler Sven de panique, criant qu'il était impossible de s'échapper même avec la barrière. Blake sortit lentement de la barrière, surprenant tout le monde. En souriant, il leur dit de ne pas bouger et d'attendre.
Sven, inquiet, demanda ce qu'il voulait dire et l'appela, mais Blake continua d'avancer. Sven cria désespérément, demandant si Blake avait l'intention de servir de leurre. Il insista sur le fait qu'il était impossible qu'un mage de la barrière puisse vaincre une salamandre. Thérèse, essayant de rester calme, leur dit que le sacrifice de Blake ne pouvait pas être vain et demanda à l'équipe de s'enfuir par la partie la plus faible des flammes au moment où la barrière disparaîtrait. Sven protesta avec colère, criant qu'il ne pouvait pas abandonner le vieil homme. Thérèse rétorque qu'il est impossible de vaincre une salamandre. Clara, qui observait la scène depuis l'intérieur de la barrière, remarqua que les flammes à l'extérieur commençaient à s'affaiblir. Les membres de l'équipe se regardent avec confusion, se demandant ce qui se passe. Ils virent alors Blake se précipiter sur la salamandre, à l'aide d'une barrière tranchante, lui trancher la tête d'un seul coup. Le corps de la salamandre s'effondra, sa tête coupée s'écrasant sur le sol. Le groupe se figea dans un silence stupéfait, incapable de croire ce qu'il venait de voir. Blake avait vaincu la salamandre en un instant. Blake remarqua que la deuxième salamandre à ses côtés rassemblait une immense quantité de feu dans sa bouche. Elle lança une attaque fulgurante vers lui, mais il réussit à s'écarter de la trajectoire. Utilisant ses barrières comme bouclier de fortune, il resta en l'air. La salamandre pencha la tête, cherchant à attaquer à nouveau, mais Blake évita habilement les boules de feu en créant une échelle de tuiles bouclier dans les airs. Alors qu'il atteignait la salamandre, Blake lança une barrière cristallisée qu'il enroula autour de son poing. Il lança son poing vers la salamandre, frappant sa tête avec une force énorme. L'impact fit s'écraser la salamandre sur le sol, brisant la terre sous elle. La salamandre vaincue, Blake désactiva ses boucliers et atterrit en toute sécurité. Ramassant calmement son équipement, il se dit que c'était fini. En réfléchissant à cette rencontre, il se rappela avoir combattu de nombreux lézards similaires dans la forêt dense près du royaume des démons. Il supposa que ces salamandres, bien que dites de niveau 4, n'étaient probablement que des individus plus faibles. Les jeunes magiciens, encore sous le choc, se précipitèrent vers lui en poussant des cris d'admiration. Ils le bombardaient de questions pour savoir comment il était si fort. S'agissait-il d'une technique de barrière? Comment des barrières traditionnellement utilisées pour se défendre pouvaient-elles être utilisées pour attaquer? Blake, perplexe devant leur étonnement, répondit modestement, disant qu'il ne se considérait pas comme fort. Il expliqua qu'il avait occasionnellement chassé des monstres tout en maintenant la barrière dans le royaume des démons, ce qui semblait minimiser ses capacités à leurs yeux. Clara, elle, ne pouvait pas croire ce qu'elle avait vu. Blake ne s'était pas contenté d'utiliser ces barrières pour se défendre ou attaquer, il s'en était également servi comme d'un point d'appui pour manœuvrer dans les airs. Elle commença à se demander si les techniques de barrière n'étaient pas bien plus polyvalentes et puissantes qu'elle ne l'avait imaginé. Tranquillement, elle en conclut que Blake n'était peut-être pas un vieil homme ordinaire. Quelques jours plus tard, de retour sur la scène du dortoir, Gunther riait tout seul, persuadé que Blake devait être mort. Il pensait avec suffisance à la façon dont il avait assuré la mort de Blake en lui assignant, ainsi qu'à son équipe, des chemins de montagne périlleux, des hordes de monstres et le nid de salamandres. L'officier supérieur arriva sur la scène, attendant de saluer les équipes qui revenaient. Lorsque l'une d'entre elles est revenue, l'officier supérieur l'a félicité pour son excellent travail. Gunther, qui observe la scène depuis la ligne de touche, se moque, estimant qu'il est impossible pour l'équipe de Blake de survivre. Cependant, l'aîné annonça que l'équipe F était revenue la première. Gunther se figea, incapable d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Comment ont-ils pu être encore en vie? Et non seulement en vie, mais ils étaient la première équipe à revenir. Gunther tenta de se calmer en se disant qu'ils avaient dû s'enfuir sans avoir terminé la tâche et qu'ils n'avaient probablement pas apporté de matériel pour les monstres avec eux. L'officier supérieur poussa un cri d'incrédulité, ce qui fit sourire Gunther, qui pensait que ses suppositions étaient correctes. Cependant, l'aîné a ensuite exprimé sa surprise en voyant un croc de salamandre parmi les matériaux ramenés par l'équipe. Il déclara qu'il s'agissait d'un résultat de premier ordre dans l'histoire de leur entraînement. Gunther commença à transpirer, incapable de croire qu'un groupe de soi-disant marginaux et un mage de barrière avaient réussi à vaincre une salamandre. Le responsable a félicité l'équipe pour sa performance exceptionnelle et a annoncé que leur succès augmenterait considérablement leurs notes. Il les a encouragés à poursuivre dans cette voie lors des prochains entraînements. L'équipe a applaudi, ravie de sa réussite. L'aîné se tourna alors vers son co-senior et lui demanda s'il y avait un nid de salamandre sur le parcours d'entraînement. Le second, perplexe, répondit que l'enquête préliminaire n'avait permis d'identifier que des monstres de bas niveau dans la zone. Pendant ce temps, Sven proclamait fièrement qu'il n'arrivait pas à croire qu'ils étaient en tête du classement. Tur lui rappelle que le mérite en revient surtout à Blake, qui a vaincu la salamandre et les a ramenés sains et saufs.
Clara est d'accord, notant qu'il n'aurait pas pu le faire sans lui. Sven s'approche timidement de Blake et le remercie. Blake répond modestement que ce n'est pas vrai, insistant sur le fait qu'ils ont surmonté les obstacles parce que tout le monde a travaillé dur et que tout ce qu'il a fait, c'est apporter un peu d'aide. Sven est visiblement ému par l'humilité de Blake. Tur sourit et dit à Blake qu'elle choisira de le croire de toute façon. Sven a ajouté que Blake était un bon gars, et Clara l'a également remercié. Cependant, Blake ne pouvait se défaire du sentiment qu'ils avaient été considérablement désavantagés par rapport aux autres équipes et soupçonnait que leur succès n'était peut-être pas entièrement dû à une coïncidence. Pendant que le groupe discutait et célébrait, Günther se tenait à proximité, tremblant de rage et jetant un regard à Blake. Son esprit tourbillonnait de pensées vengeresses, jurant qu'il ne laisserait pas passer ça. Quelques jours plus tard, les stagiaires se sont retrouvés pour une nouvelle session. L'instructeur a annoncé que la formation d'aujourd'hui prendrait la forme d'une compétition et que les équipes se répartiraient en conséquence. Sven fait remarquer que le terrain d'entraînement principal semble exigu et propose de se rendre sur le deuxième terrain d'entraînement, moins encombré. Clara accepta et le groupe partit dans cette direction. Günther les remarqua et sourit, tandis qu'un plan diabolique commençait à se former dans son esprit. Sur le deuxième terrain d'entraînement, Sven propose de tester les capacités de Blake, mais ce dernier lui dit en plaisantant d'y aller doucement. Soudain, Günther apparaît et leur ordonne d'attendre. Günther ajouta qu'étant donné qu'ils utilisaient le deuxième terrain d'entraînement, il leur donnerait des instructions personnelles. Sven whispered to Thérèse, asking why Vice-Captain Günther was participating in their training. Thérèse repliait that she had heard they was helping out due to a shortage of instructor. Günther noticed their whisper and shouted at them, demanding to know what they were talking about before ordering them to get there immediately. Le groupe a répondu à contre-cœur, « Oui monsieur ». Günther se tourna alors vers Blake et ricana, lui disant qu'on n'avait pas besoin de lui et qu'il devait rester là comme un idiot à regarder. Günther fit face aux stagiaires et commença l'instruction. Quelques instants plus tard, Thérèse était étendue sur le sol, couverte de blessures. Clara se précipita à ses côtés et soigna ses blessures. Günther les taquine, leur demandant pourquoi ils ne prennent pas l'exercice au sérieux, et leur fait remarquer que si leur adversaire était un vrai monstre, il serait déjà mort. Günther leur a crié de se lever, déclarant que l'instruction n'était pas encore terminée. Blake tente de s'approcher des apprentis blessés, mais Günther lui aboie de ne pas bouger, lui rappelant qu'il a reçu l'ordre de ne pas le faire. Günther se moque en expliquant qu'il ne fait qu'instruire les apprentis parce qu'ils sont faibles. Blake lança un regard furieux à Günther, mais ce dernier se contenta de sourire, ravi de voir la frustration sur le visage de Blake. C'était exactement ce qu'il voulait pour que Blake se sente impuissant. Günther se retourna vers les stagiaires, leur demandant d'arrêter de lambiner et de se mettre en position. Rassemblant de la magie de feu dans ses mains, il la dirigea vers le groupe. « Si vous n'arrivez pas à vous mettre en position, cria-t-il, je vous y forcerai. » Günther lança un torrent de feu vers les apprentis terrifiés, qui hurlèrent de peur. L'attaque de Günther a explosé, mais il a plaisanté en disant à Blake qu'il semblait que ses camarades s'étaient retrouvés dans une situation difficile et que sa main avait glissé parce que Blake l'avait insulté. Günther fait alors face à Blake et lui dit de ne pas se méprendre, qu'il ne s'agissait que de conseils et qu'il ne les avait pas tués. Cependant, il a admis qu'il avait peut-être été un peu trop passionné avec la guidance, et qu'ils avaient probablement été un peu brûlés. Günther désigna fièrement les nouveaux apprentis, disant à Blake que la fumée commençait à se dissiper et qu'il devait contempler l'état misérable de ses camarades. Mais lorsque la fumée a disparu, les apprentis étaient sains et saufs, grâce à son bouclier. Cela choqua Günther, qui demanda pourquoi ils étaient sains et saufs. Sven regarda son corps, se demandant s'il s'agissait d'une barrière et si le vieil homme l'avait créée. Günther jeta un coup d'œil à Blake, se demandant s'il avait fait quelque chose, mais remarqua que Blake n'avait pas bougé. Pendant ce temps, les instructeurs remarquèrent la situation entre Günther et l'équipe F. Ils virent également que les apprentis avaient l'air assez mal en point et demandèrent ce qui s'était passé. Günther a expliqué qu'il leur donnait des conseils, mais qu'il semblait que les stagiaires avaient atteint leurs limites et qu'il était sur le point de conclure. Cependant, Sven a crié qu'il avait l'intention d'en finir ainsi. Blake les observe, et Clara dit fermement qu'elle veut gagner avec le pouvoir de chacun. Les trois stagiaires ont regardé Blake avec confiance, et celui-ci a hoché la tête en guise de réponse. Ils ont alors tous dit à Günther qu'il pouvait encore continuer, l'exhortant à poursuivre les conseils et promettant qu'il ne perdrait pas. Les instructeurs ont été touchés par leur détermination et les ont encouragés à tenir bon et à ne pas perdre contre le vice-capitaine. Günther, agacé mais incapable de reculer sans perdre la face, accepte. Les apprentis s'encouragent mutuellement à travailler ensemble et à gagner. Günther libéra sa magie de feu, leur disant qu'ils n'avaient aucune chance de le battre.
Il attaque avec une énorme boule de feu, mais il ne bronche pas, restant indemne grâce au bouclier de Blake. Sven dit à Gunther, d'un ton taquin, que sa magie ne fonctionnera pas sur eux. Gunther fut choqué de voir une barrière autour d'eux, et les traita de lâches. Cependant, les apprentis se contentèrent de diriger leur magie vers Gunther, tandis que Sven se moquait de savoir qui était vraiment sournois et traitait Gunther de bâtard. Les apprentis lancèrent alors leur attaque combinée sur Gunther. Sven était ravi d'avoir réussi à frapper, mais Gunther leur jeta un regard furieux et les traita de salauds, menaçant qu'ils ne s'en sortiraient pas. Cela les a choqués et effrayés. Blake s'est immédiatement interposé pour protéger les apprentis, en jetant un coup d'œil à Gunther. Soudain, l'un des instructeurs a crié que cela suffisait et a exigé de savoir ce que faisait Gunther. Gunther a tenté d'expliquer qu'il ne faisait que donner des conseils, mais l'instructeur lui a sévèrement dit d'arrêter de trouver des excuses. Il a déclaré qu'il savait que Gunther en voulait à Blake et qu'il avait harcelé l'équipe F. L'instructeur a révélé qu'il avait tout vérifié et a annoncé avec colère qu'à compter de ce jour, Gunther était relevé de ses fonctions et qu'il devait se préparer à être rétrogradé. Gunther est resté sans voix, se demandant pourquoi il devait souffrir ainsi et rejetant la faute sur Blake. Quelques instants plus tard, ils étaient dans la salle lorsque Sven fit remarquer que Gunther avait eu ce qu'il méritait, ce que tous approuvèrent. Les Rhys ont ajouté que cela faisait du bien de le voir, et ont mentionné que même leur point de départ pour l'exercice semblait avoir fait partie du harcèlement de Gunther. Sven a qualifié Gunther d'ordure pour avoir gardé rancune à Blake. Blake s'est excusé auprès d'eux d'avoir causé des problèmes à cause de lui, mais Sven lui a immédiatement dit que ce n'était pas sa faute. Les Rhys reconnaissent qu'ils se sont laissés entraîner, ce qui incite Sven à lui dire de ne pas dire ce genre de choses. Ils se sont tous rassemblés autour de Blake et lui ont demandé comment il faisait pour être aussi fort. La Rhys lui dit qu'il utilise des barrières comme elle n'en a jamais vu, et Clara se dit intéressée. Il s'apprêtait à répondre lorsqu'on frappa à la porte. Une dame ouvrit et l'informa que, sur ordre de Lady Etta, la sorcière de la sagesse, ils étaient venus l'escorter. Confus, il se montra du doigt, mais la dame l'attrapa et l'entraîna hors de la pièce, disant qu'il devait partir immédiatement. Le Rhys demanda si elle parlait d'Etta, le membre du groupe du héros, tandis que Clara se demandait à voix haute qui était vraiment Blake. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent au royaume d'Andria, plus précisément à l'Institut de recherche magique. La sorcière de la sagesse et directrice de l'Institut, Etta, 13 ans, le salua et lui dit que cela faisait longtemps. Il la salua à son tour, lui disant qu'il était heureux de voir qu'elle allait bien. Il s'apprêtait à lui tapoter la tête lorsque la dame l'arrêta, bégayant en lui rappelant qu'Etta était une magicienne de génie unique en son genre, et que la traiter comme une enfant était extrêmement irrespectueux. Il s'est excusé auprès d'Etta et lui a demandé si elle n'aimait pas cela, mais Etta a répondu que c'était bien et que cela ne la dérangeait pas. Etta est rapidement passée à l'essentiel, expliquant que la raison pour laquelle elle l'avait convoqué était pour lui emprunter son pouvoir de capturer des monstres. Elle expliqua que capturer des monstres avec des cages physiques difficiles ne fonctionnait pas car les monstres se déchaînaient. De plus, même si cela varie selon les individus, les monstres émettent des miasmes, ce qui limite la recherche à des études sur le terrain. Et même dans ce cas, ces études avaient leurs limites. Etta ajouta que s'il pouvait capturer et examiner les monstres à l'Institut de recherche, il pourrait étudier l'écologie et les caractéristiques des monstres, analyser les miasmes et éventuellement développer des contre-mesures pour les contrer. Blake a noté que les héros bénéficiaient de la protection de la déesse, ce qui leur permettait de bloquer complètement les miasmes. Cela signifiait que seul le groupe du héros pouvait entrer dans le royaume des démons avec sa forte concentration de miasmes. Revenant au sujet initial, Etta demanda à Blake s'il pouvait capturer des monstres de niveau 5 ou plus à l'aide de ces barrières. L'une des dames l'interrompt, disant qu'Etta surestime les mages de barrières et qu'une telle chose n'est pas possible. Blake répondit simplement qu'il pensait que c'était possible. La dame est choquée et lui demande de répéter ce qu'il a dit. Il répéta calmement qu'il pouvait capturer des monstres de niveau 5 ou plus, ce qui détendit Etta et la fit sourire. Il se dit que si une salamandre était de niveau 4, capturer des monstres de niveau 5 ne devrait pas poser de problème. Cependant, la dame lui cria dessus avec colère, l'accusant de faire des affirmations scandaleuses juste parce qu'Etta était présente. Elle insiste sur le fait qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse le faire avec de simples barrières. Blake lui assure qu'il pense que tout ira bien, mais la dame l'accuse de mentir. Etta intervient, déclarant fermement que la coopération de Blake a déjà été décidée et qu'elle ne tolérera pas d'autres objections. Cela a effrayé les dames, qui se sont immédiatement excusées. Etta a ensuite dit à Blake de ne pas s'inquiéter pour le corps des magiciens, car elle allait soumettre une demande pour que sa coopération en matière de recherche soit considérée comme une formation. Blake prend acte de son plan et la remercie. Cependant,
La dame spécule silencieusement que Blake pourrait avoir une certaine influence sur Etta et décide qu'ils doivent la protéger, ce qui donne un mauvais pressentiment à Blake et l'inquiète. Etta annonça alors bruyamment qu'il se rendait à la mine de Bourbon abandonnée et demanda à tout le monde de sortir immédiatement. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous prêts. Etta dit à Blake que c'est une chance de retrouver son bienfaiteur. Elle lui demanda s'il avait rencontré les autres, ce à quoi il répondit qu'il avait rencontré Alice, et qu'Alice semblait aller bien. Cela fit rire Etta qui fit remarquer qu'Alice était toujours comme ça. Ils rirent ensemble, ce qui irrita la dame, qui se demanda pourquoi Blake semblait si bien s'entendre avec Etta alors qu'il n'était qu'un simple mage de barrière. Etta raconta alors que s'il ne les avait pas sauvés dans la forêt de la mort, ils auraient sans doute perdu la vie. Blake se souvint de ce jour. Il chassait dans la forêt située juste à l'extérieur du royaume des démons, la forêt de la mort. Par hasard, il avait trouvé une personne vivante attaquée par des monstres, et il était intervenu pour la sauver. Lorsqu'il demanda à Alice si elle allait bien, elle le supplia d'aider ses camarades. Il a immédiatement porté Alice et fouillé la zone, avant de trouver Etta entouré de monstres. Etta expliqua que la forêt de la mort brouillait les sens de ceux qui y pénétraient, les séparant les uns des autres et les faisant errer sans but. Elle ajouta que s'il ne les avait pas sauvés, elle y serait morte et le remercia à nouveau pour son aide. Blake lui murmure qu'il n'a rien fait de spécial, mais elle rit et lui dit qu'il n'a pas changé d'un iota. Soudain, des enfants passent devant eux en courant, jouant joyeusement. Blake les observe et remarque qu'ils ont l'air de s'amuser. Il a expliqué qu'il maintenait des barrières seuls depuis l'âge de 9 ans et qu'il enviait ce genre de vie insouciante. Etta a répondu, surprise, qu'il avait été seul pendant tout ce temps. Blake se demande si elle a déjà joué de la sorte, mais Etta répond fièrement qu'elle est une magicienne géniale née et qu'elle n'aurait jamais joué avec des enfants. Pourtant, lorsqu'elle jette un coup d'œil aux enfants, son regard s'adoucit et elle les fixe avec tristesse. Quelques jours plus tard, ils arrivèrent à la mine berbère abandonnée. Ils remarquèrent qu'il y avait plus de miasmes que ce à quoi ils s'attendaient. La dame fait remarquer à Etta que cela semble dangereux pour tout le monde, sauf pour elle. Etta demanda alors à Blake s'il lui était possible de créer une barrière autour d'eux et de la déplacer. La dame en douta doucement, se demandant si une telle chose était possible. Blake répondit qu'il le pouvait, ce qui fit pousser à la dame un cri d'incrédulité, insistant sur le fait que ce n'était pas possible. Sans un mot, Blake lança sa magie de barrière et entra dans le miasme dense. La dame cria qu'entrer dans un miasme aussi dense était suicidaire et que c'était le résultat d'une tentative d'exhibition. Mais Blake se retourna et leur demanda simplement s'ils ne venaient pas, les laissant tous stupéfaits qu'ils soient encore en vie. Etta remarqua que les effets de la barrière de Blake étaient visibles et décida qu'ils devaient laisser le chariot du dragon derrière eux, car ils ne pouvaient pas entrer dans la mine. Cela choqua encore plus le groupe. En entrant dans la mine, ils s'étonnèrent que la barrière les protège vraiment d'un niveau de miasme aussi intense, ce dont ils n'avaient jamais entendu parler auparavant. Malgré cela, la dame déclara avec arrogance qu'une barrière bloquant les miasmes n'était pas si impressionnante. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la mine, Blake remarqua qu'il n'y avait aucun monstre à proximité. Etta expliqua qu'il semblait y avoir un bassin de miasmes au plus profond. Blake supposa que cela signifiait qu'il devait y avoir une créature à l'origine du miasme. Etta a ajouté qu'il pouvait s'agir d'un objet maudit ou d'un phénomène naturel. Elle a précisé que les objets maudits, qu'ils soient créés par les humains ou qu'ils apparaissent naturellement dans des endroits inquiétants, génèrent des miasmes. Parfois, de puissants monstres produisant de grandes quantités de miasmes naissent soudainement. Les miasmes créent des monstres qui, à leur tour, intensifient les miasmes, ce qui entraîne la naissance d'encore plus de monstres. Le roi démon est l'exemple ultime de ce cycle. Etta expliqua qu'étrangement, lorsqu'ils avaient vaincu le monstre à l'origine du miasme, tous les monstres nés du miasme avaient disparu. De même, lorsque le roi des démons a été vaincu, la moitié des monstres du royaume des démons ont disparu. Cependant, tous les monstres du monde n'ont pas disparu. Blake sourit pendant qu'Etta s'explique. Etta ajouta que s'il pouvait comprendre le principe de la création des miasmes et des monstres, il pourrait peut-être mettre au point des contre-mesures, ce qui rendait leur mission extrêmement importante. Etta ne vit pas la pierre devant elle et trébucha accidentellement. Heureusement, Blake l'a rattrapée par derrière juste à temps, ce qui l'a rendue timide. Il lui a alors demandé si elle allait bien, mais elle s'est contentée de s'excuser. Blake lui a dit qu'il était difficile de voir les irrégularités du sol et que cela pouvait être dangereux, et lui a demandé si elle voulait qu'il la porte sur son dos. La dame l'a immédiatement repoussée en lui criant de ne pas traiter Etta comme une enfant et en lui rappelant qu'Etta était une magicienne de génie, différente des humains ordinaires. Etta leur dit qu'elle allait bien et qu'ils devaient continuer à avancer. Un peu plus tard, ils arrivèrent dans une pièce remplie d'épais miasmes. Un monstre sortit de sa cachette, grognant bruyamment en les voyant.
Ils furent horrifiés de découvrir qu'il s'agissait d'un minotaure de niveau 5. Blake dit à Etta qu'il devrait le capturer, mais la dame passa devant lui et lui dit de rester en arrière, affirmant qu'ils allaient s'en occuper. Les magiciens de l'équipe de recherche commencèrent à attaquer le minotaure avec leurs pouvoirs magiques, mais le minotaure se contenta de sourire et de rugir bruyamment, détournant toutes les attaques. La dame et les autres étaient choqués par sa résistance. Etta cria que la magie normale ne suffirait pas à le capturer, comme elle l'avait soupçonné, et qu'ils avaient besoin de Blake, le mage de la barrière. La dame bégaya, demandant à Etta si elle voulait vraiment dire qu'elle pouvait capturer le monstre, laissant Etta stupéfaite. Les membres de l'équipe commencèrent à presser Etta de s'en occuper elle-même, déclarant qu'elle était la sorcière de la sagesse. Sous la pression, Etta serra les dents et s'avança, se rangeant à l'avis de son équipe. Elle leva sa baguette et se plaça devant le minotaure, déterminée mais visiblement tendue. Blake l'observait avec inquiétude tandis qu'elle préparait sa magie. Le minotaure poussa un rugissement assourdissant, immobilisant Etta. Remarquant son hésitation, Blake vit le minotaure lever sa hache massive et la balancer vers elle. Heureusement, une solide barrière apparut, bloquant l'attaque, choquant la dame et les autres membres de l'équipe. Blake entoura rapidement le minotaure de sa barrière, l'enfermant étroitement à l'intérieur. La dame balbutie avant de lui crier de ne pas intervenir et de ne pas se mettre en travers du chemin d'Etta. Etta l'interrompit, leur criant d'arrêter et leur rappelant qu'ils avaient amené Blake spécialement pour capturer le monstre. Toujours craintive, la dame soutient que la barrière sera sûrement détruite. Etta leur dit calmement de regarder le monstre et leur expliqua qu'une barrière raffinée pouvait bloquer et purifier les miasmes. En enfermant le monstre dans la barrière, il pouvait l'affaiblir. La dame bégaya, avouant qu'elle ne savait pas que les barrières avaient de tels effets. Etta s'approcha de la barrière, stupéfaite de voir le monstre de niveau 5 réduit à l'impuissance. Elle pensait que c'était un exploit incroyable, sachant que sa magie ne pouvait pas atteindre de tels résultats. En se retournant, Etta remercia Blake d'avoir capturé le monstre. Elle a ensuite dit à tout le monde qu'il devait rentrer immédiatement. Passant devant Blake avec un sourire, elle lui dit qu'il les avait sauvés et qu'il devait continuer à porter le monstre comme ça. Blake la regarda partir en premier, se demandant avec inquiétude si elle avait eu peur. Quelques jours plus tard, Etta félicita tout le monde pour son excellent travail et annonça qu'il pouvait maintenant commencer à faire des recherches sur les monstres capturés. L'équipe regarda fixement l'énorme minotaure qui se trouvait devant elle. Etta frappa à la barrière qui retenait le minotaure et remarqua que les barrières étaient vraiment pratiques, car elles permettaient de déplacer un corps aussi imposant avec facilité. Elle demanda à Blake combien de temps il pouvait maintenir la barrière, ce à quoi il répondit que tant qu'il était à proximité, il pouvait la maintenir de façon semi-permanente. Cependant, il ajouta que les barrières normales perdent leur effet lorsque l'alimentation en magie est coupée. Etta remarqua que c'était problématique et demanda s'il y avait un moyen de contourner le problème. La dame suggère qu'il serait préférable de recapturer le monstre en utilisant le pouvoir magique d'Etta, mais Blake sort une marque de sceau et dit à Etta qu'elle devrait résoudre le problème. La dame s'énerve et demande s'il y a quelque chose que Blake ne peut pas faire. Etta lui demanda ce qu'était la marque de sceau, et Blake expliqua qu'il s'agissait d'un cercle magique qu'il avait créé pour maintenir la barrière autour du royaume des démons. Il pouvait automatiquement maintenir la barrière pendant un certain temps sans apport constant de puissance magique. Etta fit une pause, se rappelant avoir vu quelque chose de similaire près du royaume des démons. Elle mentionna qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un tel cercle magique et fit remarquer que son créateur devait être tout à fait remarquable. Blake rit maladroitement et la remercie, ce qui surprend Etta. Elle lui demande s'il l'a créé lui-même, ce à quoi il répond simplement par l'affirmative. Il a ensuite expliqué qu'il pensait avoir environ 9 ans lorsqu'il l'a développé. Blake a expliqué qu'il y a 30 ans, alors que les miasmes du royaume des démons éradaient le continent, les mages de la barrière se sont rassemblés pour faire face à la crise. Cependant, rien n'avait été préparé pour eux, et au début, ils ont dû maintenir la barrière directement. Naturellement, cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas quitter leur poste. Pour résoudre ce problème, il a mis au point un cercle magique capable d'emmagasiner de l'énergie magique. En y injectant de l'énergie magique, la barrière pouvait être maintenue pendant de longues périodes, ce qui permettait aux mages de faire des pauses et de se nourrir. Il ajouta qu'avec 100 personnes pour reconstituer la puissance magique, il prévoyait de créer une barrière autour de l'ensemble du royaume des démons. Cependant, il semblait être le seul à pouvoir accomplir cette tâche. Par conséquent, le processus nécessitait une énorme quantité de puissance magique, ce qui était extrêmement difficile. Tout le monde fut choqué en entendant son histoire. Remarquant leur réaction, Blake demande si quelque chose ne va pas. Etta lui dit avec enthousiasme qu'il a accompli quelque chose d'incroyable et lui demande pourquoi il ne s'en vante pas plus.
Il a répondu que ce n'était pas grand-chose. Puis il plaça ses deux mains sur le cercle magique et proposa de mettre cette histoire de côté pour l'instant. Blake commença à lancer des pouvoirs magiques et demanda à Etta s'il devait activer le cercle magique de la barrière. Il jeta alors une barrière autour du Minotaure, lui disant qu'elle devrait durer quelques heures. Par sécurité, il a dit qu'il resterait à proximité pendant les recherches. Etta sourit et lui dit que c'était très utile. Etta annonça à tout le monde que les recherches pouvaient commencer et chargea son équipe d'analyser les monstres et les miasmes. Tous acceptèrent avec enthousiasme et se mirent rapidement au travail. Quelques instants plus tard, l'équipe de recherche était occupée tandis que Blake montait la garde devant le Minotaure. Plus tard dans la nuit, tout le monde était parti se reposer, ne laissant que Blake et Etta dans le laboratoire. La dame s'est excusée et Blake a remarqué que tout le monde était rentré chez soi, à l'exception d'Etta. Etta, toujours occupée à son travail, lui dit qu'elle lui avait préparé une chambre dans le centre de recherche. Elle lui suggéra de s'y rendre à tout moment et lui rappela qu'il n'avait besoin d'être présent que lorsqu'une injection magique était nécessaire. Blake lui demande de parler d'elle. Elle lui répond qu'elle doit continuer à faire avancer les recherches le plus rapidement possible pour protéger les citoyens qui craignent la menace des monstres et des miasmes. Blake lui dit qu'il va rester, ce qui pousse Etta à lui demander s'il est prévenant. Elle ajouta que si c'était le cas, ce n'était pas nécessaire. Blake répondit qu'il craignait simplement que la barrière ne se brise, car c'était la première fois qu'il installait une barrière de type injection en dehors du royaume des démons. Etta, imperturbable, lui dit de faire ce qu'il veut, ce à quoi Blake répondit qu'il le ferait. Une semaine plus tard, l'équipe poursuivait ses recherches sur le monstre et les miasmes. Le soir, comme toujours, tout le monde était parti se reposer, ne laissant qu'Etta et Blake dans le laboratoire. La dame s'est excusée pour se reposer elle aussi. Blake a dit à Etta qu'il partait pour un moment et elle a simplement signé pour lui. Il s'est ensuite approché de la dame et lui a demandé si elle avait un moment. La dame a demandé ce qui se passait et Blake a expliqué qu'il ne voulait pas interférer avec leur politique, mais qu'il était curieux de savoir pourquoi tout le monde était parti plus tôt, à l'exception d'Etta. La dame lui demande avec colère s'il est sarcastique, le traite d'étranger et lui demande de ne pas intervenir. Blake a répondu calmement qu'Etta avait enquêté seul pendant tout ce temps et a demandé s'il n'avait pas l'intention de l'aider. La dame a répondu qu'il ne comprenait pas et a expliqué qu'Etta était un génie et qu'il n'y avait rien que des gens ordinaires comme elle puisse faire pour l'aider. Elle a ajouté qu'Etta était un génie non seulement de la magie mais aussi de la recherche, et que personne ne pouvait la suivre. Même s'ils faisaient leur part pendant les heures de travail, rester plus longtemps ne ferait que gêner Etta. La dame se retourna et dit à Blake que s'il n'était pas obligé de rester, il n'avait qu'à rentrer chez lui. Puis elle s'éloigne, le laissant frustré. De retour dans la salle d'examen, il trouva une petite Etta fatiguée, endormie derrière son bureau. Il remarque les cernes sous ses yeux et place soigneusement son manteau sur elle pour la réchauffer. Quelques jours plus tard, Etta annonce que c'est l'heure du déjeuner et demande à tout le monde de faire une pause. L'équipe se précipite à l'extérieur, discutant de ce qu'elle mange et louant le steak de la cafétéria. Laissée seule, Etta sort péniblement un morceau de pain. Blake lui dit qu'elle est enfermée dans le laboratoire et lui propose de faire aussi une vraie pause. Elle lui répond qu'elle a l'intention de se reposer dans sa chambre et s'excuse de le garder toujours là. Blake sourit maladroitement et lui assure qu'il reste parce qu'il en a envie. Etta lui dit alors de ne pas s'inquiéter pour elle et de faire lui-même une pause, ce qu'il accepte à contre-cœur. Blake se rend à la cafétéria, où il voit l'équipe en train de prendre son repas. L'un des membres remarque que, comme on s'y attendait de la part de Lady Etta, elle poursuit seule ses recherches et que son dévouement est admirable. D'autres disaient fièrement qu'ils ne pouvaient pas se comparer à elle et qu'ils ne feraient que la gêner. Ils ont également déclaré que le niveau de recherche était si élevé qu'ils ne comprenaient même pas ce que faisait Etta et l'ont félicité d'être capable d'attraper les monstres toute seule, sans aucun problème. La dame a dit avec assurance à tout le monde de tout laisser à Etta et a affirmé que tous les problèmes étaient résolus par son génie. Elle ajoute qu'Etta est un trésor du royaume d'Andria, et que tant qu'ils la suivent, tout ira bien. Blake n'est pas d'accord et dit qu'il pense différemment. Le groupe se leva furieusement et exigea de savoir ce qu'il voulait dire. Blake leur a dit sérieusement que le fait de faire l'éloge d'Etta en tant que génie et de tout lui confier n'était pas ce que les adultes devraient faire, et qu'Etta n'était qu'une enfant de 13 ans. La dame lui a crié de ne pas traiter Etta comme une enfant et lui a rappelé qu'elle était le plus grand génie sorcier de l'histoire, bien au-dessus de leur niveau. Les autres étaient d'accord avec lui, affirmant qu'Etta avait peut-être l'air d'une enfant, mais qu'elle était une adulte à l'intérieur et que Blake ne comprenait rien. Blake admet qu'Etta est incroyablement douée pour la magie et la recherche, probablement plus douée que la plupart des adultes. Cependant, il a soutenu que cela ne signifiait pas nécessairement qu'elle était mûre sur le plan émotionnel. Il a souligné qu'Etta avait regardé les autres enfants avec jalousie et qu'elle avait eu peur lors de leur rencontre avec le Minotaure. Il ajoute qu'Etta est intelligente et gentille,
ce qui explique sans doute qu'elle se comporte d'une manière qui plaît aux adultes qui l'entourent. Se rapprochant de la dame, Blake leur a demandé s'ils pouvaient vraiment affirmer avec certitude qu'Etta était une adulte. Il leur demande s'ils ont déjà eu une conversation honnête avec elle, s'ils ont essayé de comprendre ses sentiments ou s'ils ont envisagé de l'aider. Le groupe s'est tu à ces mots. La dame a essayé de répondre, mais n'a rien trouvé à dire. Soudain, l'un des hommes l'a attrapé et a demandé à tout le monde de partir. Ils s'éloignent tous, passant devant Etta, qui les observe d'un air fatigué. Mais aucun d'entre eux ne lui a dit quoi que ce soit. Blake tente de s'approcher d'Etta pour s'expliquer, mais elle se détourne et s'éloigne, le laissant inquiet. Plus tard dans la soirée, alors que Blake était assis dans sa chambre en train de réfléchir, on frappa à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, Etta se tenait là. Et lui demande si elle peut lui parler. Blake fait gentiment asseoir Etta sur son lit et lui verse une tasse de thé chaud. Il le lui a tendu et elle s'est excusée pour le dérangement. Il lui a mis son manteau sur les épaules et lui a dit qu'il faisait froid. Elle l'a remercié pour son geste et a bu le thé à petites gorgées, en notant gentiment qu'il était chaud. Après avoir fini son thé, Etta reste silencieuse un moment avant de s'excuser, mal à l'aise, de l'avoir mêlée à ses affaires ce jour-là. Blake n'est pas d'accord et explique que c'est lui qui a mis son nez là où il ne fallait pas. Il lui demande alors s'il en a toujours été ainsi pour elle. Etta a répondu qu'elle était pleine d'enthousiasme au début. Mais au fur et à mesure qu'elle travaillait avec les autres, les choses ont changé. Peu à peu, ils ont commencé à la considérer comme une sorcière de génie et leurs attentes ont changé, ce qui leur a facilité la tâche. Blake lui demande s'il a raison de supposer que sa charge de travail augmente alors que les autres commencent à faire le strict minimum. Etta acquiesce et dit qu'il en a toujours été ainsi. Elle explique que les gens autour d'elle ne cessent de changer entre ses mains. Elle lui a raconté qu'elle était née de parents ordinaires dans un petit village où il n'y avait pas de famille noble ou magique. Néanmoins, peu après sa naissance, elle a appris la langue et a lu par hasard dans un livre magique qui se trouvait être en possession de ses parents. Elle devint fascinée par la magie et ses parents s'en aperçurent. À partir de ce jour, ils lui ont donné toutes les formes possibles d'éducation magique et elle s'y est totalement absorbée. En conséquence, tout le monde a commencé à la traiter de génie et à attendre d'elle qu'elle se comporte comme telle. Etta a ajouté qu'elle était obligée de se comporter comme une adulte et non comme une enfant, à cause du préjugé selon lequel les génies doivent mûrir émotionnellement plus vite. Pour les mages, la recherche et le combat étaient considérés comme leur véritable vocation. C'est pourquoi elle fut contrainte d'étudier les deux, dès l'âge de 6 ans. Elle devint désespérée et essaya de répondre aux attentes de ses parents et des adultes qui l'entouraient. Ils la considéraient comme un génie, pas comme une enfant, et elle se sentait obligée de faire de son mieux. Elle hésita, serrant fortement les mains, et Blake lui demanda gentiment s'il avait raison de penser qu'elle avait peur des monstres. Les yeux d'Etta s'écarquillèrent de surprise et elle lui demanda s'il l'avait remarqué. Blake explique qu'il l'a vu lorsqu'il l'a secourue dans le passé et que lorsqu'ils ont à nouveau affronté le Minotaure, elle a eu l'air effrayée. Timidement, elle admit qu'il avait été très attentif et avoua qu'elle était terrifiée par les monstres. Lorsqu'elle faisait partie du groupe de héros, elle avait pu les supporter parce que les soldats de première ligne les combattaient directement, tandis qu'elle ne les soutenait que depuis l'arrière. D'une voix tremblante, Etta lui jure qu'elle est terrifiée par les monstres et qu'elle ne pourra jamais les combattre seule. Blake lui dit calmement qu'il comprend et lui révèle qu'il a lui aussi peur de combattre les monstres. Surprise, elle remarque qu'il n'a jamais eu l'air d'avoir peur. Il a expliqué qu'il avait simplement réprimé sa peur et s'était battu parce que, sinon, il n'aurait pas survécu. Avec le temps, la peur est devenue insensible. Etta a réagi avec tristesse, souhaitant pouvoir faire la même chose. Blake lui dit chaleureusement qu'elle n'a pas besoin de faire cela parce qu'Etta est très bien comme elle est. Paniquée, Etta hurla que tout le monde attendait d'elle qu'elle soit forte, qu'il voulait qu'elle soit un génie et une personne puissante. Tremblante, elle se tient la tête et leur dit frénétiquement de faire de leur mieux, sinon elle les décevra. Elle entendit les villageois se demander si elle n'était pas finalement un génie, et ses collègues criaient qu'il ne suivrait pas une personne ordinaire. Accablée, Etta se bouche douloureusement les oreilles et supplie les voix de ne pas la quitter ou de l'abandonner. Elle se promet d'être bonne, d'être un génie, de se comporter comme une adulte. Elle les supplie de ne pas l'abandonner. Soudain, elle sentit Blake lui tapoter doucement la tête. Sa voix était calme et rassurante, lui dit-il. « Tout va bien. » Blake jure doucement à Etta qu'il ne l'abandonnera jamais et ses paroles l'apaisent. Il lui a dit que ce qu'elle avait vécu était dur et qu'elle avait beaucoup souffert. Puis il lui demande gentiment si cela a été difficile, ce qui l'a fait fondre en larmes. Blake l'a félicité d'avoir si bien réussi, et en entendant ces mots doux et chaleureux, Etta n'a pas pu se retenir plus longtemps. Elle l'a serré fort dans ses bras, comme un enfant normal qui souffre, et a crié qu'elle voulait jouer avec ses amis, manger des sucreries, faire une pause dans son travail et passer plus de temps avec sa famille. Elle a avoué que même si elle aimait la recherche,
Elle détestait combattre les monstres parce que c'était effrayant et douloureux. À travers ses sanglots, elle a demandé pourquoi elle ne pouvait pas faire confiance aux autres. Blake a expliqué que les enfants ont le droit d'être vulnérables avec les adultes. Mais Etta a secoué la tête et a dit que tout le monde le lui avait dit. En tant que génie, elle ne pouvait pas faire preuve de faiblesse. En tant que sorcière de la sagesse, on attendait d'elle qu'elle agisse comme une adulte. Blake lui tapota doucement la tête et la rassura en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de faire tant d'efforts. Si elle se débattait, souffrait ou n'avait aucune raison de le faire, elle pouvait toujours compter sur lui. Etta le regarda et lui demanda avec hésitation si tout allait bien. Blake a souri chaleureusement et l'a assuré que c'était bien le cas. Lorsqu'elle lui demanda à nouveau confirmation, il lui répondit fermement qu'il le pensait. Etta le serra fort dans ses bras et ressentit une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle reposa sa tête sur ses genoux, se laissant enfin aller à la détente. Elle le remercia doucement tandis qu'il lui tenait la main et lui tapotait doucement la tête, la calmant davantage. Blake sourit en la voyant, à présent calme et vulnérable, agir comme l'enfant qu'elle était vraiment. Alors qu'il contemplait l'extérieur, Blake repensa au jour où il avait sauvé Etta d'une nuée de monstres. Après les avoir vaincus, il s'était précipité à ses côtés et l'avait trouvée effondrée de peur. Plus tard, alors qu'Etta et Alice se reposaient, il s'apprêtait à s'éloigner pour renforcer la barrière lorsqu'il entendit Etta pleurer dans son sommeil. Sa main tremblante se tendit, comme si elle cherchait quelqu'un. À cet instant, Blake vit une enfant pitoyable qui ne demandait qu'à être acceptée. Il lui prit la main, et comme maintenant, elle se calma et se détendit à son contact. Même dans son sommeil, Etta le suppliait de ne pas partir et de ne pas la laisser toute seule. Blake lui avait gentiment répondu qu'il était là et qu'il n'allait nulle part. Quelques jours plus tard, Blake se promenait dans la rue en tenue décontractée. Pendant qu'il attendait, une enfant s'est approchée de lui et lui a demandé d'une voix enjouée si elle l'avait fait attendre. Il y a quelques jours, Etta a encouragé son équipe en leur disant qu'ils devraient travailler dur ensemble ce jour-là également. Ils répondirent en bégayant un oui hésitant et acceptèrent de faire de leur mieux. Ils commencèrent leur tâche tandis qu'Etta se concentrait sur la sienne, ignorant leur regard maladroit dans sa direction, ce que Blake remarqua. Le soir venu, comme à l'accoutumée, tout le monde prit congé, laissant Etta seule dans la salle de recherche. Le lendemain, la même routine se répète. Etta dirige l'équipe comme d'habitude, et le lendemain, rien ne change. Tout le monde continue d'agir de la même façon. Le 4e jour, alors qu'Etta lisait un livre, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à se concentrer ou à comprendre quoi que ce soit. Frustrée, elle a refermé le livre et s'est dirigée vers Blake. Sans crier gare, elle l'a serré fort dans ses bras et lui a crié qu'elle n'en pouvait plus. Elle avoue qu'elle est épuisée et qu'elle ne veut plus rien faire. Blake lui tapote doucement la tête et lui dit que ça a dû être dur. Etta, réconfortée par sa chaleur, lui a joyeusement demandé de la tapoter davantage et de la serrer dans ses bras, ce qu'il a fait avec plaisir. Remarquant son stress, Blake souhaite faire quelque chose pour elle. Il lui demande si elle a un jour de congé le lendemain et si elle a quelque chose à faire. Etta lui répond que oui, elle veut sortir avec lui. Le lendemain, il se retrouve au marché. Etta lui demande si elle l'a fait attendre, mais Blake sourit et lui assure qu'il n'a pas attendu du tout. Il lui demande alors s'il doit se mettre en route. Alors qu'ils se promènent dans le marché animé, tous deux sont surpris par la variété des étals et l'animation de la foule. Blake lui demanda si c'était la première fois qu'elle visitait la rue du marché, et Etta a admis que c'était le cas. Elle expliqua que, depuis son arrivée dans la capitale royale, elle ne sortait pas beaucoup et n'avait jamais joué en ville. Blake sourit et lui dit que c'est merveilleux, qu'il la confond. Il lui prit la main et l'entraîna doucement, disant qu'explorer quelque chose pour la première fois était toujours plus amusant. L'excitation d'Etta grandit, et elle accepta de tout cœur. Ils ont exploré le marché ensemble, dégustant des friandises et s'amusant. À un moment donné, Etta a remarqué un groupe d'enfants qui se couraient après et jouaient. Blake l'encourage à se joindre à eux. La voir jouer joyeusement comme une enfant normale le fait sourire. À la tombée de la nuit, les étals du marché commencèrent à fermer et il était temps pour Etta de dire au revoir à ses nouveaux amis. Elle sourit chaleureusement à Blake et le remercia pour cette journée. Sur le chemin du retour à l'Institut de recherche magique, Etta s'est arrêtée pour admirer des bijoux brillants dans une échoppe voisine. Blake remarqua son regard et lui demanda si elle avait trouvé quelque chose qui lui plaisait, ce qui la mit mal à l'aise. Elle hésite mais commence à regarder les bijoux. Blake a pris un collier avec un pendentif bleu brillant qu'elle avait regardé et a dit au vendeur qu'il le prenait. Etta a paniqué, insistant sur le fait qu'elle le paierait elle-même, mais Blake a souri et lui a dit qu'il s'agissait d'un cadeau. Stupéfaite, Etta le regarde payer le collier. Le vendeur l'a remis à Etta, qui a fièrement brandi le collier et remercié Blake avec un grand sourire. Elle a serré le cadeau dans ses bras, ce qui a fait rire le vendeur,
qui a dit que Blake était un bon père et qu'il avait une fille adorable. Blake et Etta se figèrent de surprise avant de rire ensemble sans corriger le malentendu. Ils retournent à l'institut, tous deux de bonne humeur. Une semaine plus tard, l'équipe se réunit dans la salle de recherche. Etta s'est timidement excusée auprès de tout le monde, avouant qu'elle n'avait pas réussi à trouver un moyen de contrer le miasme. Cependant, elle a expliqué qu'elle appréciait à nouveau l'utilité des techniques de barrière, notamment pour bloquer et purifier complètement les miasmes. Elle annonça son intention de rassembler d'autres mages barrières et de faire avancer leurs recherches sur les barrières. Se tournant vers Blake, elle lui demanda s'il était prêt à coopérer à nouveau avec eux. Il sourit et répond par un oui confiant. Avant que la conversation ne se poursuive, la dame l'a interrompu, surprenant Etta et Blake. Toute l'équipe s'est soudain inclinée profondément et s'est excusée sincèrement à l'unisson. La dame avoue qu'en raison de leur complexe d'infériorité, ils s'en sont remis entièrement à Etta, rejetant sur elle toute responsabilité parce qu'elle était un génie. Pire, ils avaient négligé leurs efforts et s'étaient complus dans l'autosatisfaction. Elle a également admis que, par jalousie, ils avaient manqué de respect à Blake, méprisant les mages de la barrière pour protéger leur propre orgueil. Il s'incline à nouveau, s'excusant auprès d'Etta et de Blake. Etta les rassure en leur disant que ce n'est pas grave et qu'elle n'y voit pas d'inconvénient. Blake est d'accord, disant qu'il ressent la même chose qu'Etta. Etta a ensuite posé sa main sur l'épaule de la dame, lui rappelant gentiment qu'il était difficile de se reposer entièrement sur elle. Elle les encourage à faire plus d'efforts et à travailler dur à partir de maintenant. La dame, touchée par les paroles d'Etta, la remercie pour sa gentillesse. Les autres membres entourèrent Blake pour s'excuser à leur tour. Ils admirent que l'incident leur avait fait comprendre la grandeur des techniques de barrière, les reconnaissant comme une magie vraiment étonnante. Tandis que le groupe discutait joyeusement avec Blake, Etta demanda discrètement à la dame pourquoi ils avaient décidé de s'excuser. La dame explique que c'est grâce à Blake. Elle a admis qu'ils avaient toujours remarqué qu'Etta ne se sentait pas bien et qu'ils savaient qu'ils en étaient en partie responsables. Cependant, ils n'ont pas eu le courage de faire face à leur propre impuissance. La dame a ajouté que Blake les avait grondés, avait aidé Etta et l'avait rendue joyeuse, ce qui leur avait donné le courage de faire un pas en avant. Elle conclut en disant que Blake et ses techniques de barrière étaient vraiment merveilleux. Etta approuva immédiatement, souriant en disant à la dame, du fond du cœur, que Blake était vraiment merveilleux. Le lendemain, les membres de l'équipe de recherche et Etta escortent Blake à l'extérieur. Etta lui dit qu'elle lui ferait savoir s'il y a des progrès, ce à quoi il répond qu'il attendra. Puis, l'appelant plus près d'elle, elle lui chuchota s'il voulait bien se livrer à nouveau à elle. Il sourit et lui assura qu'il le ferait à tout moment, ce qui la fit sourire sous le regard confus de son équipe. Blake lui dit au revoir et s'en va, réalisant qu'il n'est pas retourné au dortoir depuis un moment et se demandant comment tout le monde va. Plus tard, de retour au dortoir, Thérèse lui a crié dessus parce qu'il était en retard. Clara lui jette un regard noir et Sven s'écrie qu'il était inquiet. Paniqué par leur réaction, Blake commença à expliquer ce qui s'était passé pendant son absence. Sven s'exclama, incrédule, qu'ils savaient tous que seuls quelques privilégiés pouvaient entrer à l'Institut de recherche magique et qu'être proche de 2 membres du Parti des héros semblait impossible. Ils se demandèrent à haute voix si la magie des barrières était vraiment si incroyable et commencèrent à se demander qui était vraiment Blake. Blake demanda comment les choses s'étaient passées pendant son absence. Sven sourit, disant qu'il attendait cette question. Fièrement, il annonça qu'il montrerait à Blake les résultats de son entraînement le lendemain. Le lendemain, sur le terrain d'entraînement, Thérèse, Clara et Sven déversèrent leur puissance magique dans leurs attaques, frappant les cibles d'entraînement pendant que Blake observait silencieusement, sans pouvoir s'empêcher d'être inquiet. Sven poussa un juron de frustration, criant qu'il devrait être capable de faire mieux. Thérèse lui a dit que devenir plus fort ne se faisait pas du jour au lendemain. Une autre équipe est passée, se moquant d'eux en les qualifiant d'abandon. Ils se moquaient d'eux en disant qu'ils avaient à peine réussi auparavant et que leur récente réussite à l'exercice devait être un coup de chance. Sven répond furieusement en leur disant de dire ce qu'ils veulent. Thérèse a admis qu'il n'y avait rien à faire, car ils étaient vraiment des décrocheurs. Clara est d'accord, ajoutant qu'ils ont toujours été à la dernière place. Sven, de plus en plus en colère, exige de savoir s'ils abandonnent et s'ils prévoient de s'en remettre à nouveau aux vieils hommes sans rien faire eux-mêmes. Thérèse s'écrie qu'elle n'a pas dit cela, mais Sven se retourne et part en trombe, disant qu'il en a assez et qu'il n'abandonnera pas. Thérèse chuchota, se demandant ce qui n'allait pas chez Sven, et Clara exprima son inquiétude. Blake observe tranquillement la situation. Un peu plus tard, Blake trouva Sven à genoux devant lui, la tête baissée. Sven supplia Blake de lui enseigner la magie, disant qu'il devait devenir plus fort ou qu'il serait renvoyé. Blake a demandé pourquoi Sven se donnait tant de mal,
et Sven a expliqué qu'il était le fils aîné d'une famille de la noblesse rurale et le seul magicien de leur lignée. C'est pourquoi on s'attendait à ce qu'il réussisse. Cependant, il s'agissait de nobles ruraux pauvres qui ne pouvaient pas vivre dans le luxe. Sven voulait gagner de l'argent pour améliorer la vie de sa famille. Blake lui dit qu'il comprend, mais lui rappelle qu'il ne connaît que les techniques de barrière. Sven a répondu qu'il comprenait et qu'il était déçu. Blake lui propose alors de lui enseigner des techniques de combat, ce qui réjouit Sven. Sven supplie Blake de commencer immédiatement, et Blake propose de commencer dès le lendemain. Sven l'a remercié avec enthousiasme, encore et encore. Le lendemain, Sven est irrité de voir que Thérèse et Clara sont également présentes. Thérèse le taquine en lui disant qu'il ne peut pas les devancer si facilement. Clara ajoute qu'il ne faut pas compter uniquement sur le vieil homme. Blake explique qu'il les a invités parce qu'ils semblent partager les mêmes sentiments que Sven. Sven admet à contre-cœur que c'est peut-être vrai, mais il se plaint d'avoir été obligé de les supplier en premier. Blake s'en excuse. Clara, qui se tenait derrière Blake, se disait qu'elle allait peut-être découvrir le secret de sa force. Jusqu'à présent, elle s'était contentée de l'observer, mais aujourd'hui, elle avait l'intention d'y prêter plus d'attention. Blake se retourna soudain vers elle et sourit, surprenant Clara. Embarrassée, elle se détourna rapidement et se rappela qu'elle devait être plus discrète. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent à la forêt de la Mecque. Sven était en train d'attaquer un lézard avec la magie du feu, donnant tout ce qu'il avait pour le vaincre. Lorsqu'il a réussi à le tuer, il s'est exclamé fièrement qu'il pouvait le faire lui aussi. Soudain, il entendit un bruit derrière lui et se retourna, pour découvrir un autre lézard qui s'élançait vers lui, la gueule grande ouverte. Avant qu'il ne puisse réagir, une barrière tranchante tourna autour du lézard et le découpa en morceaux. Blake a rappelé à Sven de ne pas baisser sa garde et Sven s'est excusé. Thérèse s'écrie que les monstres se multiplient. Blake s'avance calmement et leur dit qu'il va faire une démonstration. Formant une épée barrière, il expliqua que face à de nombreux ennemis, la magie à large portée était la meilleure. D'un seul coup, il décapita les lézards environnants. Thérèse, stupéfaite, demanda s'il n'était pas un peu trop fort. Clara demanda pourquoi il était si puissant, et Sven se demanda comment il pouvait faire cela s'il n'était qu'un mage de barrière qui maintenait les défenses du royaume des démons. Blake fut surpris par leur réaction et sourit, leur disant que c'était une vieille histoire qui prendrait du temps à expliquer. Après leur entraînement, ils s'assirent dans un endroit sûr. Blake began recounting his story, saying it all started 30 years ago when he was just 9 years old. Et, who had a talent for barrier technique, was taken to the demon realm. Là, il a été chargé de créer des barrières pour supprimer les miasmes et les monstres du royaume des démons. Ils n'ont reçu qu'un maigre salaire, de la nourriture et de l'eau, et ont fini par être abandonnés. Il a expliqué qu'en raison de leur mission de maintien permanent des barrières, ils ne pouvaient pas bouger de l'endroit qui leur avait été assigné. Par conséquent, ils n'avaient pratiquement pas le temps de dormir. Malgré cela, il a continué à maintenir la barrière. Cependant, la nourriture commence à manquer et ils ne peuvent plus se ravitailler. Il a atteint ses limites, tant en termes d'épuisement que de force physique. C'est alors qu'il eut l'idée de créer un cercle magique qui maintiendrait automatiquement la barrière. Clara s'exclama qu'elle savait que presque personne ne pouvait développer des cercles magiques, et Sven demanda s'il ne se trompait pas en supposant que Blake avait dû échouer. Blake répondit qu'il avait réussi à force d'efforts, ce qui choqua Sven, qui avait du mal à le croire. Blake a poursuivi en expliquant qu'en quelques jours, il avait mis au point un cercle magique qui pouvait être imprégné de pouvoirs magiques. Ce jour-là, il dormit comme un loir. Quelques jours plus tard, il donna tout son argent à un marchand de passage et lui demanda de transmettre la méthode de création du cercle magique à d'autres mages de la barrière. Cependant, son prochain problème est de trouver de la nourriture et un abri. Il décida d'aller chasser et cueillir dans la forêt voisine, mais celle-ci grouillait de monstres. Effrayé, il retourna rapidement à la barrière. Bien que des rations lui parviennent tous les quelques mois, celles-ci finissent par cesser d'arriver. Désespéré, il s'aventura à nouveau dans la forêt. Il réussit à cueillir quelques champignons, mais il fut repéré et attaqué par un monstre. Terrifié, il s'est mis à courir pour sauver sa vie. N'ayant pas d'autre choix, il utilisa sa barrière pour arrêter le monstre un instant, ce qui lui permit de retourner en toute sécurité à la barrière. Il n'y avait pas grand-chose à gagner, et les miasmes denses de la forêt devaient être purifiés. Par-dessus tout, ces barrières étaient inefficaces contre les monstres, et il décida donc de devenir plus fort. Il se concentra sur l'amélioration de ses techniques de barrière, réussissant finalement à les renforcer pour permettre des restrictions à court terme. Grâce à ces améliorations, il pouvait collecter des ressources plus efficacement. 3 ans plus tard, à l'âge de 12 ans, il chassait dans la forêt lorsqu'un monstre est apparu à ses côtés.
Il l'enferma facilement dans une barrière carrée et s'éloigna, poursuivant sa tâche. Après des années d'entraînement, ses techniques de barrière s'étaient tellement affinées qu'il pouvait immobiliser la plupart des monstres pendant plusieurs minutes. Il posa la nourriture qu'il avait ramassée et vérifia sa puissance magique, se sentant grandi. Cependant, il se rendit compte qu'il n'avait toujours pas la capacité de vaincre les monstres. À ce moment-là, il se rendit compte que même si ces barrières étaient extrêmement solides, elles ne pouvaient pas être déplacées, ce qui les rendait inaptes à l'attaque. Déterminé à trouver une solution, il travaille sans relâche. 3 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, il réussit enfin à rendre les barrières mobiles. Il nomme cette nouvelle méthode la technique des barrières offensives. Grâce à elle, il chassa sa première viande depuis des années et la purifia pour en éliminer les miasmes. Il la mangea avec des larmes de joie. Fort de ce succès, il poursuivit ses recherches sur les techniques de barrières, explorant leur forme, leurs propriétés, leur dureté, leur souplesse et leur viscosité. Ces efforts lui ont permis de créer des techniques de combat utilisant des barrières, qu'il a perfectionnées en se battant quotidiennement. Alors que Blake racontait cette histoire, un monstre apparut soudain derrière lui. La créature rassembla du feu dans sa bouche et le lança sur le groupe, mais Blake le bloqua sans effort à l'aide d'une barrière, ce qui choqua les 3 enfants. Il sauta en l'air, forma une épée en assouplissant la barrière dans sa main et trancha net la tête du monstre. Il dit fièrement aux enfants qu'après des années d'épreuves, il était devenu capable de tels exploits. Les autres n'arrivaient pas à croire qu'il avait vaincu une autre salamandre en un seul coup. Sven a commenté la force écrasante de Blake, mais Blake a demandé s'il le pensait vraiment, ce qui les a laissés confus. Sven admet qu'il comprend maintenant pourquoi Blake est si puissant. Il a ajouté que les antécédents de Blake étaient incroyables. Clara réfléchit en silence à la douleur qu'elle a dû ressentir, mais Blake ne le montre pas. Elle se dit qu'il était vraiment incroyable, ce qui amena Blake à les regarder avec confusion. Blake les sermonna alors en leur disant que s'ils s'entraînaient comme lui, ils pourraient aussi devenir plus forts et atteindre rapidement son niveau. Les leur se demandaient si une telle ignorance était terrifiante, tandis que Clara pensait que Blake était un vieil homme insensible. Sven, quant à lui, se résolut à ne pas avoir peur, pensant que s'il voulait devenir aussi fort que Blake, il n'avait pas d'autre choix que d'essayer. Alors qu'ils entendaient des monstres approcher, Blake désigna avec enthousiasme 2 salamandres derrière lui, leur disant qu'ils devraient ensuite combattre les créatures. Il les encouragea en leur disant que s'ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes, ils pourraient vaincre les monstres. Sans voix et terrifiés, les 3 hommes crièrent à l'unisson qu'ils n'avaient aucune chance de les vaincre. Quelques jours plus tard, dans le royaume, les anciens suivent Lancelot et le félicitent d'avoir été nommé capitaine à un si jeune âge. Ils admirent son expertise dans l'exécution parfaite des missions, ce qu'ils attendaient du Lancelot sans faille du Seigneur. Il leur dit qu'impeccable était un titre trop grand pour lui, mais les anciens firent l'éloge de son humilité, qu'ils qualifièrent de trait de caractère merveilleux. Ils firent remarquer que personne n'était mieux placé que Lancelot pour devenir le prochain commandant en chef. Après avoir fait leurs adieux, les anciens s'en allèrent, laissant Lancelot faire remarquer à son camarade que l'éloquence du bureaucrate était vraiment hors du commun. Son camarade répondit qu'il pensait que leur évaluation de Lancelot était juste. Lancelot dit à son camarade que les anciens le surestiment, mais ce dernier insiste sur le fait qu'il ne devrait pas être si modeste puisque tout le monde compte sur lui. Lancelot marchait en silence, se disant qu'il n'était pas aussi exceptionnel que les autres le croyaient. Il se considérait comme quelqu'un d'un peu plus doué que la plupart des autres et admettait que ses compétences en magie avaient stagné ces derniers temps. Sans but précis, il se sentait à la dérive. Il comprenait que la principale mission du corps des magiciens royaux était de maintenir l'ordre public, mais avec la mort du roi démon, il n'y avait guère de chance d'affronter des ennemis puissants. Même s'il savait que la paix était une bénédiction, il ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps il allait devoir continuer à répondre aux attentes de tout le monde. Plus tard, alors qu'il était occupé dans son bureau, l'assistant de Lancelot entra et rapporta que les villages voisins étaient attaqués par des monstres. Lancelot en déduit que les monstres sont de bas niveau et suggère d'organiser l'incident comme un entraînement sur le terrain pour les nouvelles recrues. En examinant les documents, il se demanda qui devait y participer. Le lendemain, Sven est visiblement frustré. Thérèse tente de le calmer, bien qu'elle ait elle-même peur, tandis que Clara bredouille nerveusement que ce n'est rien. Blake leur demanda calmement s'ils allaient bien ou s'ils avaient besoin d'eau, ce qui poussa Sven à lui crier dessus, lui demandant comment il pouvait rester aussi calme alors qu'ils étaient sur le point de partir en expédition avec la première division. Blake répondit simplement qu'il avait l'habitude de tuer des monstres. Sven s'exclame que la remarque désinvolte de Blake est insensée, mais il dit ensuite avec assurance à son équipe qu'elle s'est aussi entraînée sous la direction de Blake. Thérèse demanda avec hésitation si cela signifiait qu'ils étaient devenus au moins un peu plus forts. D'autres élèves,
qui avaient entendu leur conversation, rire et se moquèrent d'eux, les traitant de décrocheurs nerveux. Sven se retourne avec colère vers les moqueurs, leur criant de ne pas ridiculiser son équipe. Avant que la tension ne monte d'un cran, un instructeur ordonne à tout le monde de se mettre en rang. Les élèves se précipitent immédiatement à leur poste et se mettent au garde à vous. Lancelot entre en scène et annonce les détails de leur mission. Il leur faudrait 2 semaines pour atteindre le village. Leur cible était plusieurs douzaines de monstres de niveau 3 ou inférieur. Il insiste sur l'importance de former des escouades de 4 personnes et de maintenir une coordination de tous les instants. Les recrues répondirent à l'unisson par un oui retentissant. L'instructeur leur ordonna alors de commencer leur marche, et les stagiaires suivirent la calèche hors du royaume en une ligne disciplinée. Après plusieurs heures de marche, les recrues sont visiblement fatiguées. Elles ont marché en formation pendant 6 heures d'affilée sans faire de pause. Beaucoup se plaignent en marmonnant qu'ils sont en train de mourir d'épuisement alors que les pentes raides rendent leurs pieds douloureux. Heureusement, l'instructeur a finalement demandé une pause de 30 minutes, et les stagiaires se sont effondrés sur le sol, reconnaissant de ce répit. Mais leur soulagement est de courte durée. L'instructeur leur a demandé, en aboyant, pourquoi ils restaient couchés et leur a ordonné de s'occuper des membres de leur escouade. Malgré leur épuisement, les stagiaires ont obéi, massant les épaules de leurs camarades pour les soulager. Plus tard dans la nuit, alors que les membres de l'escouade dormaient paisiblement, les nouveaux stagiaires restaient réveillés, se relayant pour faire le guet. Blake remarque qu'ils ont du mal à accomplir leurs tâches et les observe avec inquiétude. 7 jours plus tard, ils marchaient toujours. Sven pensait que si cela continuait, il allait mourir, tandis que Laura, en larmes, disait qu'elle n'en pouvait plus. Clara, quant à elle, était tellement endormie qu'elle avait du mal à garder les yeux ouverts. Blake leur demande joyeusement s'ils vont bien et s'ils sont sûrs de ne pas avoir besoin d'eau. Sven, choqué, lui cria dessus, exigeant de savoir pourquoi il était si énergique. Blake a répondu avec désinvolture qu'il avait déjà vécu des expériences similaires dans le passé. Il dit alors à Sven que Blake ne peut pas être jugé selon des critères normaux. Sven regarde autour de lui et demande où sont les autres stagiaires. L'un des principaux membres de l'escouade lui répond que ces derniers se sont enfuis il y a longtemps. L'aîné ajouta que le groupe de Sven s'en sortait plutôt bien puisque la plupart des gens abandonnaient au bout de quelques jours. Un autre senior jeta un coup d'œil taquin à Blake et lui demanda s'il était le vieil homme qui était entré dans le groupe sur la recommandation du héros. Le second senior, souriant, traita Blake de mage de barrière d'âge moyen et lui demanda comment il avait réussi à se frayer un chemin dans le groupe. Furieux, Sven hurla que Blake avait gagné sa place par ses propres mérites. L'un d'entre eux l'a également défendu en criant que les aînés ne comprenaient pas à quel point Blake était fort. Agacés, les aînés les ont traités de garnements effrontés et les ont avertis d'apprendre à s'adresser correctement à leurs aînés. L'un d'eux a même suggéré que les enfants avaient besoin d'être disciplinés. Heureusement, avant que la situation ne dégénère, quelqu'un s'est interposé et a demandé ce qui se passait. Le groupe se retourne et voit qu'il s'agit de Lancelot. Choqués, les aînés s'empressent d'affirmer que tout va bien et s'excusent rapidement. Lancelot se tourne vers Blake et lui dit d'essayer de ne pas causer d'ennui. Blake s'excusa auprès de Lancelot et le remercia d'être intervenu. Alors que Lancelot s'éloignait, il observa silencieusement Blake et se dit que Blake n'avait pas l'air d'être quelqu'un capable de vaincre Gunther. Il se demande si Blake ne cache pas ses véritables capacités. 14 jours plus tard, ils arrivèrent enfin à un village voisin qui avait été détruit. Alors que Lancelot inspectait les lieux, le chef du village s'approcha de lui, signalant que les villages voisins avaient récemment été attaqués par des monstres. Les villageois sont terrifiés à l'idée d'être les prochains. Le chef se mit alors à pleurer, suppliant Lancelot de vaincre les monstres. Lancelot reste silencieux, réfléchissant soigneusement à un plan. À l'extérieur, les stagiaires sont enfin autorisés à faire une pause. Blake s'est approché du groupe et leur a annoncé qu'ils étaient de retour. Sven s'est excusé auprès de lui pour lui avoir laissé les fonctions de chef d'équipe. Avant que Blake ne puisse répondre, l'instructeur a demandé à tous les chefs d'équipe de se rassembler. Au cours de la réunion, Lancelot informe les chefs de groupe que le chef du village ment. Il souligne que certaines maisons ont été brûlées et qu'il n'a pas vu de jeunes femmes dans le village. Il en déduisit que les villageois étaient probablement déjà menacés par des monstres. Les chefs d'escouade félicitèrent Lancelot d'avoir découvert la vérité aussi rapidement. Lancelot poursuivit en leur conseillant de ne rien manger ni boire dans le village, par précaution. Il a prévenu que les monstres attaqueraient probablement pendant la nuit et a annoncé son plan pour leur tendre une embuscade. Il demanda ensuite aux chefs s'ils avaient des objections. En souriant, l'un d'eux répondit « Comment pourrions-nous nous opposer à la décision du capitaine Lancelot ?» Lancelot se contenta de prendre acte de leur réponse et s'apprêtait à expliquer son plan lorsque quelqu'un l'interrompit. Le groupe se retourna pour voir Blake s'avancer et demander s'il pouvait dire quelque chose.
Les chefs d'escouade hurlent sur Blake, le mettent en garde contre l'arrogance et lui demandent comment il a osé donner son avis au capitaine. Ils l'accusent d'être incroyablement présomptueux. Lancelot les fait taire en disant que cela suffit, et passe devant les chefs d'escouade pour faire face à Blake. Il leur dit que peu importe que Blake soit un débutant, il veut entendre son avis en toute honnêteté. Blake explique à Lancelot qu'avec la stratégie actuelle, ils ne pourront probablement pas sauver les otages qui ont été capturés. Il suggère qu'ils doivent également adopter une approche offensive. Lancelot lui rappelle qu'ils ne savent pas où se trouve l'ennemi et demande à Blake s'il a l'intention de chercher jusqu'à l'heure du coucher. Blake répond par l'affirmative en toute confiance. Les chefs d'escouade ont crié leur colère, affirmant qu'il était impossible de mener une recherche en si peu de temps et ajoutant que les villageois ne coopéraient pas dans l'état où ils se trouvaient. Blake resta calme et leur dit qu'ils pourraient effectuer des recherches s'ils utilisaient la technique de la barrière de détection. L'un des aînés a demandé « Qu'est-ce que la technique de la barrière de détection ?» Blake en fit la démonstration, expliquant qu'il s'agissait d'une technique de barrière capable de détecter des cibles dans un certain rayon d'action. En transformant la barrière en particules, elle peut saisir la forme et le mouvement des objets qu'elle touche. Il ajoute que cette technique permet de détecter non seulement les personnes et les monstres, mais aussi tout ce qui a une forme physique. Malgré ces explications, l'un des aînés l'a attrapé par le col avec colère, criant qu'il mentait. L'aîné insista sur le fait que les techniques de barrière ne pouvaient que créer des barrières et ne pouvaient en aucun cas avoir des capacités de détection. Restant calme, Blake ferma les yeux et lança la technique. Sans se retourner, il déclara calmement « L'un d'entre vous baille et l'autre boit », en référence aux deux seigneurs derrière lui. Les aînés ont été choqués et ont exigé de savoir comment il savait cela. Ne pouvant le croire, ils l'accusent d'être de mèche avec d'autres. Heureusement, Lancelot intervient et confie à l'équipe de Blake la tâche de localiser le repère du monstre et de sauver les otages. Les chefs supérieurs sont stupéfaits et furieux, mais Lancelot leur explique qu'impliquer des bleus dans l'attaque ne changera rien à la situation. Il était plus logique de leur confier une tâche ayant une chance de succès, même minime. Lancelot annonce alors bruyamment que l'opération commencera la nuit, à l'heure du coucher. Il ordonna aux chefs de donner des instructions à leurs escouades, qui répondirent toutes par un oui ferme. Plus tard dans la nuit, Blake et son équipe se promènent dans la forêt. Sven, excité, lui dit qu'il n'arrive pas à croire que Lancelot ait confié un rôle aussi important à des bleus. Il a fait remarquer que Lancelot prenait certainement une décision audacieuse. Cependant, il n'est pas d'accord, disant que c'est le contraire. Lancelot pensait probablement qu'il ne réussirait pas. Clara demande nerveusement à Blake s'il peut trouver les monstres avec son pouvoir. Il répondit par un simple oui, mais ajouta que la portée de sa technique de barrière de détection n'était pas très grande, et qu'il devrait donc se déplacer un peu. Sven s'émerveilla en disant que tu es toujours un vieil homme extraordinaire, tandis que Thérèse fit remarquer qu'elle n'était même plus surprise. Clara fixa silencieusement Blake, se disant qu'il était extraordinaire. Elle était également impressionnée par ses techniques de barrière. Lorsqu'elle était avec lui, son cœur battait la chamade et elle ressentait un sentiment d'excitation qu'elle ne pouvait expliquer. Par ailleurs, au village, les membres de l'escouade dormaient dans la calèche, tandis que dans l'une des maisons, Lancelot était couché dans son lit, apparemment endormi. Des monstres armés de couteaux se glissèrent dans la maison et s'approchèrent lentement de lui. Ils levèrent leurs couteaux, visant à frapper et à abattre à l'unisson. Cependant, avant qu'ils ne puissent le toucher, l'un des monstres fut projeté hors de la maison. Lancelot se leva de son célèbre sommeil, se demandant à voix haute pourquoi il n'y avait que quelques hommes lézards de niveau 3. Il pensait qu'il le sous-estimait. Quelques minutes plus tard, des explosions secouèrent les maisons du village tandis que l'escouade combattait les hommes lézards, se moquant d'eux comme de faibles. Leurs railleries cessèrent lorsqu'ils entendirent le bruit de pas lourds. En se retournant, ils furent choqués de voir des orques de niveau 4 s'approcher. L'un d'eux s'avança en brandissant son énorme marteau. Le marteau frappa deux magiciens dans le dos, les envoyant voler. Ils s'écrasèrent au sol, poussant des jurons tandis que les orques se rapprochaient. Alors que les orques semblaient inarrêtables, un puissant sort de feu frappa l'ORC principal au visage. C'était Lancelot. Il demande au magicien où sont les autres monstres. Il le remercie, mais l'un des magiciens, tremblant de peur, dit à Lancelot de regarder derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il vit le seigneur orc de niveau 6 se dresser au-dessus de lui. Le magicien, reconnaissant la force d'un monstre de niveau 6, bégaya en criant aux autres de ne pas s'inquiéter car ils avaient l'invincible capitaine Lancelot. Lancelot sauta dans les airs, rassemblant la magie de l'air dans sa main gauche et la magie du feu dans sa main droite. Il visa le seigneur ORC et lança les deux sorts simultanément. La magie combinée engloutit le seigneur ORC et ses ors, les réduisant en cendres.
Lancelot continua à canaliser sa magie surpuissante jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace des monstres. Une fois satisfait, il atterrit en toute sécurité sur le sol. Les magiciens seniors applaudirent bruyamment, criant que Lancelot était aussi étonnant qu'ils s'y attendaient. Cependant, Lancelot resta silencieux, sentant que les monstres étaient exceptionnellement bien préparés. Il en déduisit qu'il devait y avoir un commandant, car un seigneur ORC ne devait pas posséder une telle intelligence. Soudain, Lancelot se figea sous le choc, et les autres furent paralysés par la peur en voyant un nouveau monstre s'approcher. Pendant ce temps, Blake et son escouade trouvèrent les femmes et les enfants disparus dans une grotte. Ils les ont rapidement détachés, leur assurant qu'ils étaient en sécurité et que tout irait bien. Cependant, Blake a soudain ressenti une présence inquiétante. Sans hésiter, il s'est précipité à l'extérieur, criant à son équipe qu'il leur laissait le soin de s'occuper du reste. De retour au village, le monstre qui s'approche s'adresse à Lancelot, qui reste figé de stupeur. Le monstre se moque de Lancelot en lui demandant ce qui ne va pas et s'il est impuissant devant lui. Lancelot regarda fixement l'énorme Barbarossa qui se tenait devant lui. Certains magiciens chevronnés reculèrent, murmurant que Barbarossa était peut-être un monstre de niveau 8 en raison de son immense force. D'autres se débarrassent de leur crainte en criant que leur capitaine ne peut pas perdre. Barbarossa commence à balancer ses énormes haches sur Lancelot en le narguant, lui demandant si c'est là toute la force que le capitaine de la première division du corps royal des magiciens peut rassembler. Lancelot resta silencieux, réalisant qu'il avait utilisé une grande partie de sa puissance magique lors de la bataille précédente. Il calcula qu'il ne pouvait plus lancer qu'un seul sort de haut niveau. Il se demandait anxieusement ce qu'il devait faire. Malgré ses doutes, les magiciens seniors crièrent leur confiance inébranlable, déclarant que Lancelot vaincrait facilement le géant. Lancelot esquiva les attaques de Barberousse en se disant qu'il était l'invincible Lancelot et qu'il ne pouvait perdre contre personne. Cependant, Barberousse a parfaitement synchronisé son saut et l'a frappé, l'envoyant au sol avec une telle force qu'il a provoqué une explosion. Sous l'effet de l'impact, les autres magiciens l'appelèrent avec inquiétude. Barbarossa leva sa hache, déclarant que c'était fini. Il balança l'arme avec une force considérable, faisant voler le sol en éclats. Barbarossa grimaça, pensant avoir remporté la victoire, mais fut stupéfait lorsqu'il vit Blake se tenir devant lui, bloquant l'attaque. Blake dit calmement, « On dirait qu'il est arrivé à temps. » Les magiciens seniors étaient incrédules lorsqu'ils virent Blake arrêter la hache massive de Barbarossa. Ils s'interrogent à haute voix sur ce qui se passe, incapables de comprendre la scène qui se déroule devant eux. Blake se tourna vers Lancelot et lui proposa de soigner ses blessures. Levant les deux mains, il commença à soigner les blessures de Lancelot. Lancelot, choqué par cette démonstration inattendue, demanda s'il s'agissait de magie sacrée, car il pensait que Blake ne pouvait utiliser que des techniques de barrière. Blake expliqua qu'il s'agissait d'une technique de barrière curative, utilisant les propriétés de purification et de détection des barrières pour stimuler le corps et favoriser la régénération. Barbarossa, furieux de la scène, exigea de savoir comment ils osaient discuter devant lui. Il les maudit en frappant à plusieurs reprises la barrière. Blake aida Lancelot à se relever et s'enquit de leur chance de victoire. Lancelot admet que la magie de haut niveau peut assurer leur succès, mais il faut du temps pour la charger, et la vigilance de Barbarossa pourrait la rendre inefficace. Blake assura à Lancelot qu'il créerait une ouverture, ce qui amena Lancelot à se demander s'il comptait s'appuyer uniquement sur des barrières défensives. Lancelot craint que Barberousse ne s'aperçoive de la magie de haut niveau qu'il prépare. Blake écarta l'inquiétude, déclarant qu'il avait l'intention de se battre, laissant Lancelot stupéfait et se demandant comment une technique de barrière défensive pouvait être utilisée au combat. Blake joignit ses mains, canalisant l'énergie pour créer une barrière souple autour de ses pieds. Il se positionna soigneusement avant de sauter avec la force accrue de la barrière. Alors qu'il s'élevait, il projeta un grand cercle magique devant lui et le transperça, recouvrant son corps d'une barrière tranchante et épaisse. Barbarossa, remarquant l'attaque, tenta d'esquiver, mais il fut frappé si fort qu'il roula dans les airs, avant de s'écraser durement au sol, laissant le magicien senior abasourdi et se demandant s'il avait vraiment réussi à terrasser le monstre géant. Barbarossa se ressaisit rapidement, avertissant Blake de ne pas se montrer trop confiant. Cependant, avant que Barbarossa ne puisse réagir davantage, Blake apparut devant lui à une vitesse fulgurante. Son poing, entouré d'une barrière durcie, frappa Barbarossa en plein visage. Blake cria alors à Lancelot d'agir. Sans hésiter, Lancelot rassembla le reste de sa magie et lança une attaque écrasante des deux mains en direction de Barbarossa. La puissance combinée engloutit le monstre, le brûlant vif. Barbarossa poussa un rugissement d'agonie avant de s'effondrer, sans vie. Les magiciens se mirent à applaudir à tout rompre,
célébrant leur victoire sur l'énorme ennemi. Lancelot, épuisé, descendit sur le sol et remarqua qu'ils avaient réussi. Cependant, la fatigue le rattrape et il commence à s'effondrer. Blake le rattrapa juste à temps, l'aidant à rester debout. Blake loue l'incroyable magie de Lancelot, qui lui rend l'appareil. Cependant, l'un des magiciens, excité, s'exclama que Lancelot était invincible et que sa magie n'avait pas d'égal. D'autres se font l'écho de ce sentiment, affirmant que Lancelot aurait pu facilement gagner sans l'intervention de Blake et accusant ce dernier d'avoir tenté de voler la gloire. Lancelot, frustré, commence à défendre Blake, mais ce dernier l'interrompt. Il insiste sur le fait que Lancelot aurait peut-être pu remporter la victoire tout seul, ce qui surprend Lancelot. Après s'être adressé aux magiciens, Blake leur rappelle que Lancelot est humain, qu'il n'est pas parfait et que, quelle que soit sa force, il reste mortel. Blake se demande si les camarades ne devraient pas se battre ensemble et se soutenir mutuellement. L'un des magiciens, irrité par les remarques de Blake, l'attrape par le col et l'accuse de se moquer de Lancelot. Blake saisit calmement la main de l'homme et la serre fermement. Il déclare qu'il comprend la douleur de se battre seul et le réconfort d'avoir des alliés. Blake ajoute qu'il n'existe pas d'être humain sans défaut et que Lancelot, comme tout le monde, est une personne avec un cœur. Le magicien, visiblement déstabilisé, se retira et partit en colère. Blake soupira, visiblement frustré par la situation. Plus tard, les otages furent ramenés sains et saufs au village. Le chef du village, reconnaissant avoir été menacé, s'est excusé pour ses actions antérieures. Malgré cette résolution, la véritable identité de Barberousse reste inconnue, laissant planer une ombre inquiétante sur les événements. Quelques jours plus tard, de retour au royaume, Sven pleure de joie en criant qu'il est enfin de retour. Les Rises, tout aussi émus, font remarquer à quel point le voyage a été long et épuisant. Clara se promet de ne plus jamais participer à une autre expédition. Alors qu'ils se dirigent vers leur dortoir, quelqu'un interpelle Blake et lui demande de lui accorder un peu de son temps. Dans un petit pub, Lancelot s'excuse de cette invitation soudaine et demande à Blake si cela ne le dérange pas. Blake le rassure, exprimant son bonheur d'être invité à un repas pour la première fois. Lancelot, à voix basse, lui révèle qu'il en est de même pour lui. Lorsque Blake lui demande de se répéter, Lancelot, un peu gêné, avoue que c'est la première fois qu'il invite quelqu'un. Blake trouve la coïncidence amusante et fait remarquer qu'ils sont tous les deux des novices. Lancelot accepte, suggérant que puisqu'ils ne sont pas en service, Blake pourrait laisser tomber les formalités et s'adresser à lui par son nom. Blake accepte, et demande à son tour à Lancelot de l'appeler par son nom. Levant sa chope, Lancelot proposa un toast, auquel Blake répondit avec enthousiasme, suggérant que ce soit pour deux personnes d'un même genre. Lancelot ajouta que c'était pour deux personnes imparfaites et ils firent teinter leur chope ensemble, riant et discutant comme de vieux amis. Pour la première fois depuis longtemps, Lancelot sentit le poids de ses soucis s'envoler, et grâce à Blake, il put sourire comme un enfant insouciant. Le lendemain, il marcha dans la rue, s'étirant les bras et souriant. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas eu une journée entière de congé, et il se dit qu'il était agréable de se promener seul en ville, de temps en temps. Tout en marchant, il réfléchit à tout ce qui s'est passé récemment. Pendant un certain temps, il n'avait pas été sûr de la façon dont les choses allaient se dérouler, mais grâce à Alice, il avait maintenant sa vie actuelle. Perdu dans ses pensées sur la façon dont il devait remercier Alice, quelqu'un courut soudain vers lui. Avant qu'il ne s'en rende compte, une dame le percuta accidentellement. Ils se sont immédiatement excusés, et il lui a demandé avec inquiétude si elle était blessée. Lorsqu'il a regardé son visage, il s'est figé en la reconnaissant. Alors qu'il s'apprêtait à prononcer son nom, elle lui a saisi la main et l'a éloigné sans explication. Quelques instants plus tard, les chevaliers du royaume apparurent à proximité, s'interrogeant les uns les autres pour savoir s'ils avaient trouvé leur cible. Incapables de la localiser, ils s'enfuirent en spéculant sur l'endroit où elle avait pu se rendre. Une fois les chevaliers hors de vue, la dame soupira de soulagement. Elle se tourna vers lui, s'excusant de l'avoir entraîné dans cette situation. Elle lui expliqua que les chevaliers avaient été incroyablement persistants. Retirant sa cape, elle dévoila entièrement son visage, et il ne put s'empêcher de sourire en la reconnaissant. C'était Alice. Curieux, il lui demande pourquoi elle est poursuivie. Alice hésita un instant avant d'avouer fièrement qu'elle fuyait ses responsabilités. Elle expliqua que les préparatifs de la célébration de la défaite du roi démon étaient en cours, ainsi que d'innombrables autres événements auxquels elle était forcée de participer. Elle se plaint ensuite d'avoir à rencontrer des centaines de personnes importantes, à créer d'innombrables documents et à répondre à des lettres d'admirateurs. Il bégaya une réponse, commentant que tout cela semblait difficile, mais Alice répliqua rapidement que le mot difficile ne commençait même pas à le décrire. Elle ajouta qu'Eta et les autres avaient également été appelés à l'aide,
mais qu'il n'avait pas autant de travail qu'elle. Frustrée, elle se plaint qu'en tant qu'héroïne, sa charge de travail n'est rien de moins que meurtrière et que les autres semblent essayer de la faire travailler jusqu'à la mort. Elle finit par déclarer qu'elle en avait assez et qu'elle ne se souciait plus de ce qui se passait. Voyant sa frustration, il se dit qu'Alice a besoin d'un changement de rythme. Il interrompt ses plaintes, l'appelle par son nom et lui demande si elle veut passer du temps avec lui. Alice semble surprise et lui demande si c'est vraiment d'accord. Il la rassure, ajoutant qu'elle a fait beaucoup pour lui et qu'il veut la remercier comme il se doit. Au début, Alice semble décontenancée par son offre, mais après un bref moment, son expression s'éclaircit. Elle accepta avec enthousiasme, visiblement enthousiasmée par l'idée. Un peu plus tard, ils arrivèrent à un endroit pittoresque. Il regarda autour de lui, émerveillé, et remarqua qu'il ne savait pas qu'un tel endroit existait près de la capitale royale. Alice, visiblement fière, lui révéla que c'était son endroit préféré et qu'elle y venait souvent lorsqu'elle voulait être seule. Hésitant, il demanda s'il pouvait vraiment s'immiscer dans un endroit aussi personnel. Alice balaya son inquiétude d'une simple réponse, lui disant que ce n'était pas grave parce qu'il était spécial. Elle sortit alors quelque chose de son sac, annonçant que sa boîte à lunch faisait son apparition. Il l'ouvrit et découvrit un sandwich parfait composé d'un œuf, d'un steak haché, d'une tomate, d'une sauce spéciale et d'une laitue. Stupéfait, il lui fait remarquer qu'il a l'air délicieux. Alice, avec une pointe de fierté, lui dit qu'elle l'a fait elle-même. Remarquant qu'il y a 2 sandwichs, il demande pourquoi il y en a en plus. Alice balbutia sa réponse, balayant la question et lui disant de simplement le manger. Souriant, il décida de ne pas insister davantage et prit une bouchée. Le goût le surprit et il lui dit avec joie que le sandwich était délicieux et qu'elle était une bonne cuisinière. Alice, ravie de son compliment, fait remarquer qu'elle n'en a peut-être pas l'air, mais qu'elle est tout à fait domestique. Elle lui demanda alors s'il lui semblait étrange qu'un héros ait de telles compétences. Il s'empresse de lui assurer qu'il ne trouve pas cela étrange du tout, ce qui la met à l'aise. Alice commence à lui raconter son passé, expliquant qu'avant de devenir une héroïne, elle n'était qu'une simple villageoise vivant dans un village délabré. Elle se décrivait comme une fille ordinaire, bricoleuse et douée pour les tâches ménagères, mais dépourvue de pouvoirs particuliers. Un jour, cependant, tout changea lorsqu'elle reçut une révélation et la bénédiction de la déesse Altria. À partir de ce moment, elle est devenue une héroïne. Elle expliqua que les héros qui recevaient une telle révélation étaient chargés de vaincre le roi des démons, ce qui signifiait qu'elle devait subir un entraînement rigoureux. N'ayant jamais tenu d'épée auparavant, ses paumes se sont couvertes d'ampoules et de callosités au cours de ces journées éprouvantes. Il écouta attentivement et répondit simplement qu'il comprenait. Se levant, elle se déclara assez étonnante, racontant comment elle avait découvert que le maniement de l'épée était en fait très agréable une fois qu'elle s'y était essayée. Elle ajouta qu'elle était devenue plus forte en un rien de temps, lui souriant en suggérant que c'était peut-être un talent naturel. Il a accepté, lui disant qu'il pensait qu'elle devait avoir une capacité innée pour devenir aussi forte. Levant les yeux vers le ciel d'un bleu éclatant, elle réfléchit à la dureté de la situation. L'entraînement était dur, les ennemis redoutables et ses compagnons peu nombreux. Pourtant, à force d'acharnement, elle avait réussi à vaincre le roi des démons. Elle remarqua qu'il y avait moins de monstres maintenant, que la plus grande menace avait disparu et que la paix était la meilleure issue. Elle lui demanda s'il était d'accord pour dire que tout le monde pouvait sourire maintenant. Bien qu'elle ait gardé le sourire, une certaine tristesse se dégageait de son expression lorsqu'elle ajouta qu'elle était toujours une héroïne. Il se plaça à côté d'elle et commença à parler de lui, évoquant son passé de mage de barrière. Pendant 30 ans, il a maintenu les barrières, un vieil homme qui se sentait dépassé par le temps et déconnecté du monde. Alice fut déconcertée par ce ton soudain plein d'autodérision et balbutia en demandant s'il plaisantait. En réponse, il lui expliqua que même quelqu'un comme lui avait des convictions et qu'il y avait des choses qu'il était le seul à pouvoir faire. Il lui dit alors qu'il veut la protéger, la laissant timide et abasourdie par cette déclaration. Il expliqua ensuite que s'il avait maintenu si longtemps des barrières contre le royaume des démons, c'était parce qu'il voulait protéger tout le monde, et le même sentiment s'appliquait à elle. Alice hésita avant de demander pourquoi il ressentait le besoin de la protéger, étant donné qu'elle était un héros, l'humain le plus fort. Il lui répondit que cela n'avait pas d'importance qu'elle soit une héroïne ou non. Pour lui, elle était simplement elle-même, une personne gentille, joyeuse, travailleuse, attentionnée et merveilleuse. Alice s'est arrêtée, visiblement émue, et a admis qu'elle comprenait maintenant ce qu'il voulait dire. Le remerciant, elle l'assure qu'elle va bien, disant qu'elle s'est juste sentie un peu frustrée. Il a répondu par un simple accusé de réception, disant qu'il comprenait. Plus tard, il retourne dans la rue. Alice s'arrête et lui dit qu'ils sont allés assez loin, en le remerciant pour cette journée. Il lui a dit au revoir,
suggérant que si elle le souhaitait, ils devraient retourner quelque part ensemble. Elle accepta avec un sourire, disant qu'elle avait hâte d'y retourner, et s'éloigna. Alors qu'il restait là à la regarder, il ne remarqua pas que quelqu'un rôdait à proximité. Caché à l'angle d'un bâtiment, Günther le fixait avec une pure colère. Sous son souffle, Günther ne cessait de le maudire et de souhaiter sa perte, le visage tordu par la haine. Il y a quelques heures, Günther avait demandé à l'homme ce qu'il avait dit, et l'homme lui avait répondu qu'il était transféré dans la région de Mabel. Günther lui a crié dessus, l'appelant « rétrogradation » et a exigé de savoir à quoi il pensait. L'homme lui répond que Günther est allé trop loin en répétant des fautes professionnelles, en abusant de son autorité et en causant même des problèmes dans l'unité de formation. Frustré, l'homme a crié qu'il avait atteint sa limite en couvrant Günther. Günther, furieux, lui rappelle qu'il est un noble de haut rang et un excellent magicien. Mais l'homme repousse la main de Günther et lui répond froidement que cela n'a plus d'importance. Il coupe les ponts avec lui. Günther est encore plus furieux et s'écrie qu'après tous les avantages qu'il a accordés à l'homme, il est maintenant trahi. L'homme se leva et répondit que faire équipe avec Günther avait été une erreur, et qu'il ne s'attendait pas à ce que Günther agisse aussi bêtement. En s'éloignant, l'homme dit à Günther de repartir à zéro dans les Borderlands. Günther tente de l'arrêter, mais l'homme quitte la pièce, laissant Günther crier sa frustration. Furieux, Günther donna plusieurs coups de pied dans une table, demandant si on lui coupait vraiment l'herbe sous le pied. Lorsqu'il sortit de la pièce, il était en désordre, et les autres magiciens qui se trouvaient à proximité le remarquèrent. Ils chuchotèrent entre eux, se taquinant en disant que Günther l'avait cherché et que c'était la fin de quelqu'un de si méprisé. En entendant cela, Günther devint furieux et leur cria de se taire. Dans sa colère, il libéra une puissante magie de feu, blessant les magiciens qui l'entouraient, et les traita d'ordures sans valeur. En conséquence, Günther est expulsé de force du royaume. Il proteste en criant qu'il est un noble de haut rang et qu'il est indispensable au pays. Mais l'homme qui l'escorte lui répond furieusement que Günther devrait s'estimer heureux de ne pas être en prison et d'être seulement libéré. Günther poussa un cri d'incrédulité, exigeant de savoir pourquoi il était traité de la sorte. L'homme, cependant, lui tourna le dos et lui claqua les portes du royaume des magiciens au nez, laissant Günther agenouillé sur le sol sous le regard des gens ordinaires. Günther, dans son désespoir, se souvint de quelque chose et pensa qu'Alice comprendrait sa valeur. Il a eu le coup de foudre pour Alice et rêve de combattre à ses côtés. Il visait le poste de capitaine, espérant qu'elle remarquerait son charme. Mais un jour, Blake est apparu et a attiré l'attention d'Alice. Günther est convaincu que Blake est à l'origine de tous ses problèmes. Déterminé, Günther se leva, se demandant où était Alice. Il passa devant les gens sans se soucier de les heurter, bien décidé à la retrouver. Ses pas s'interrompirent lorsqu'il aperçut Alice qui souriait à pleines dents. Il était heureux de la voir et s'apprêtait à l'appeler. Mais il se figea sous le choc. Blake était avec elle. Ils discutaient joyeusement et Günther ne pouvait que se demander pourquoi. Il pensait qu'il aurait dû être à la place de Blake. À ce moment-là, les rêves de Günther de discuter avec Alice, de la faire sourire grâce à lui, et finalement d'être avec elle, se sont effondrés. Voyant le bonheur d'Alice avec Blake, Günther le maudit et souhaite sa mort. Son désespoir se transforma en une détermination tordue lorsqu'il pensa à tuer Blake et à s'emparer d'Alice, riant comme un démon en se persuadant qu'Alice avait été la sienne depuis le début. Le lendemain, l'instructeur ordonne à tout le monde de s'aligner. Les unités se rassemblèrent et Sven remarqua la formation lorsque Lancelot s'avança pour annoncer leur rôle. Lancelot les informa que leur mission consisterait à protéger les personnalités de la ville lors de la cérémonie d'assujettissement du roi démon. Il commença à assigner les positions, en tirant des documents de son dossier. Pendant que Lancelot s'occupait des affectations, les autres demandèrent à Blake où ils pensaient que leur unité serait placée. Blake répondit qu'il serait probablement posté à la porte du château puisqu'ils n'étaient que des stagiaires. Lorsque Lancelot annonça l'escorte de Lady Hero Alice et de son groupe, Clara fit remarquer à Sven qu'elle s'attendait à ce que leur groupe soit affecté à la patrouille. Sven acquiesça. Alors que Lancelot finissait d'attribuer les positions, Sven remarqua que de nombreux magiciens dans la file d'attente fixaient directement leur groupe.